va démarrer cette conférence sur le thème, aujourd'hui, c'est comment ne pas trouver la bonne personne de vos rêves. Donc j'ai mis ce titre exprès un peu provocateur, justement, pour faire réagir. Et il y en a certains qui m'ont dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais enfin, je ne comprends même pas le titre, tu veux dire quoi? Si ça se trouve, c'est... tu as dû te tromper, c'est comment trouver la bonne personne. Hein. Non, j'ai repris ce titre un peu provoque parce qu'il y a eu, à un moment donné, j'avais fait une série en indirect qui est comment je m'organise pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire, ou comment je m'organise pour pas être sexy, pour pas trouver quelqu'un. Là, c'est comment je fais pour pas trouver la bonne personne. C'est un peu dans ce registre un peu cynique qui est comment je m'arrange pour pas aller dans la direction qui est soi-disant bonne pour moi. D'accord ? Donc j'ai fait exprès de tourner ça avec une double négation. Comment ne pas trouver la bonne personne? Donc vous avez dans cette phrase « ne pas », comment je fais pour m'empêcher de trouver la bonne personne. Vous avez dans la même phrase « trouver ». Trouver, ça veut dire que je cherche quelque chose. Et ça veut dire que j'ai du choix. Enfin, je suis responsable. Hein, vous entendez la notion de je dois trouver, si je dis je dois trouver la bonne personne, ça veut dire que je vais chercher la bonne personne et que je crois que j'ai le choix de trouver la bonne personne. On entend des trucs comme ça derrière, hein, c'est sous-entendu dans cette phrase. Et on a le dernier mot qui est la bonne personne. Donc bonne personne, ça veut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. On est d'accord? Donc, déjà dans cette phrase, dans le titre, il y a déjà 3 mots super importants, ne pas, trouver, chercher, et bonne ou mauvaise personne. Alors je vais reprendre tout ça et je vais vous faire une démonstration. Vous allez pouvoir aussi, voilà, je reprends les conférences que je fais ici à la maison, enfin chez moi, hein, comme ça c'est tranquille. Et j'en ferai la prochaine fois. J'alterne avec une fois à la Gazette Café, une fois ici. Mais c'est bien aussi ici parce que voilà, c'est intimiste et puis vous pouvez aussi réagir au fur et à mesure si vous avez soit des questions, soit des témoignages. Donc, cette question de comment je fais pour ne pas trouver la bonne personne et que je me la pose, en fait. Souvent, je me pose la question. J'entends énormément de mes patients ou patientes, surtout des femmes d'ailleurs, qui me disent je cherche la bonne personne et je ne la trouve pas. Je crois que je fais tout faux parce que c'est moi qui ne fais pas ce qu'il faut. J'ai des schémas répétitifs qui font que je répète les mêmes trucs et du coup, je suis responsable de ne pas trouver la bonne personne. Il me faut la bonne personne. Où est-elle? Où est-elle? Donc, il y a plein de croyances qui sont sous-jacentes à tout ça. Et c'est ça que je vais un peu débusquer avec vous. Donc, la première, déjà, qui est liée au titre, qui est la question du choix. Hein, je crois que j'ai du choix. Et déjà, la question en elle-même, c'est est-ce que je fais le bon choix ou pas le bon choix? Voilà. Ou est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas le bon choix? Donc, on est sur une question très liée. J'ai lu le bouquin d'Eva Illouz, une sociologue que j'aime beaucoup, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « En finir avec l'amour » et qui fait un constat quand même qui est très intéressant par rapport à la société libérale dans laquelle on se trouve et qui dit, bah oui, on est dans une telle période où, sans s'en rendre compte, au niveau des sentiments aussi, au niveau de la sphère affective, pas qu'au niveau de l'économie du marché, mais c'est comme si il y a une culture du choix qui croit qu'il existe quelque chose en grande quantité, comme dans un supermarché bio par exemple, et que vous auriez plein d'options, hein, comme dans un supermarché, avec la question, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas le bon choix? Hein. Et donc ça, c'est la première question. Et souvent, les personnes qui viennent en consultation, elles me disent oh, « je ne suis pas sûre que j'ai fait le bon choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pas le bon choix. Le bon choix, pas le bon choix. Est-ce qu'il faut que j'y reste? Que j'y reste pas avec cet homme ou cette femme, etc. » Donc il y a vraiment un truc de départ. Cette question même, la question même du choix, c'est une question qui est très liée à notre société libérale en ce moment, hein, qui est « je crois que j'ai le choix et je dois avoir le choix pour trouver la meilleure personne qu'il me faut pour me rendre heureuse. » Parce que c'est tout ça, c'est pour vous rendre heureux, hein, en définitive. Favoriser ce questionnement par les réseaux sociaux? Ben oui, c'est effectivement oui, toute la dynamique qui consiste à faire valoir le fait que vous êtes responsable de vos choix et qu'il y a de l'abondance et qu'il faut aller à l'épanouissement. On voit toutes les injonctions sociétales. Et qu'en trouvant,
en étant le plus liké par la dopamine, etc. Vous savez, à chaque fois que vous avez des likes, vous pourrez enfin trouver, avec une image cheese, etc., vous allez enfin trouver la bonne personne. Et ça met tout ça en valeur, les réseaux sociaux, ça augmente cette histoire de j'ai du choix, il faut que je fasse le bon choix, et si c'est pas celui-là, c'est un autre, et site de rencontre, c'est pareil, c'est le même système. Hein. Donc c'est comme si on est sur un étalage, et voilà, le meilleur choix. Tiens, il y a quelqu'un qui va descendre, tu peux descendre, ouvrir, ça on est dans l'impro ici. Donc c'est comme si on te fait croire que le moi est tout puissant pour choisir la bonne personne, non, tu allumes juste là, et que par ta volonté, par ton moi tout puissant, tu vas délibérément trouver la bonne personne, choisir la bonne personne, d'accord? En ayant du choix. Donc on est vraiment dans le moi tout puissant qui choisit et qui décide et qui a le contrôle. On est vraiment dans cette période de... C'est le moi tout puissant. Le moi tout puissant, c'est moi qui suis au contrôle, c'est moi qui décide. Est-ce que j'ai fait le bon choix, pas le bon choix? Est-ce que je vais faire le bon choix? Et on est sur l'étal du supermarché, que si c'est pas celui-là, ça sera un autre, et si c'est pas l'autre, c'est celui-là. Tu vois, c'est une question où tu crois que tu as du choix, et en ayant plein de choix, tu sais plus quoi choisir. On est bien dans ce problème-là. Plus tu as des marchandises sur ton étal, on le sait, il y a eu plein d'articles qui ont été faits comme ça, des enquêtes, ça sonne partout. Plus tu as des articles, il y a plein d'options, et moins, plus tu as des mal à choisir. Parce que tu sais, tu te dis, ah ben si c'est pas ça, c'est ça, ah mais peut-être que ça c'est bien, peut-être je vais rater un truc, parce que si je choisis ça, je renonce à autre chose. Donc je vais peut-être rater le bon plan. Tu vois. Et pareil pour les histoires d'amour, c'est la même chose. Hein. Donc si tu veux, ça ne facilite pas cette question même qui est je vais trouver la bonne personne et je crois que j'ai le choix, c'est pas quelque chose qui facilite la vie en fait quelque part. Ça peut même augmenter l'incertitude, le doute, et ça peut mettre en stress beaucoup de personnes. Bah, la clé, elle est là. Elle est juste là. Voilà. Donc, il y a deux... Alors, je pourrais juste prendre les deux trucs positifs. Qui est le truc positif, c'est quand je sais que j'ai du choix, il y a quand même quelque chose de sympa dans le fait d'avoir du choix, c'est je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Bon, quand vous faites des expériences amoureuses, il y a des moments où vous savez que vous avez connu ça, ça ne vous correspond pas, vous arrêtez. On sait plus ce qu'on veut à certains moments de notre vie parce qu'on a fait des expériences et on en conclut des choses, d'accord? Donc ça, c'est le côté positif du choix. Je sais que j'ai du choix, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Mais si je suis trop indécis, là, c'est fini. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je suis dans l'incertitude. Est-ce que c'est que je veux accumuler plein d'expériences parce que je ne veux rien rater? Donc là, tu es là, tu vois, je ne veux pas manquer une expérience. Si je fais ça, donc tu as du mal à te positionner. Ou est-ce que tu mets un terme à une relation pour affirmer ton autonomie? Parce qu'il y a une autre posture aussi qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est je veux être autonome. Voilà. Donc, bah oui, parce que cette culture du choix qui est, on choisit on a le droit en ce moment, on choisit tout ce qu'on veut. On choisit nos vêtements, on choisit nos goûts alimentaires, nos goûts vestimentaires, nos études, notre profession, on choisit le nombre de partenaires sexuels, on choisit le sexe de ses partenaires, on choisit son propre sexe, on choisit ses amis proches, on choisit tout et n'importe quoi. Mais si tu veux, cette histoire de désir consumériste, il crée beaucoup de stress en fait. Et c'est le pilier de l'idéologie capitaliste. Il y a quelqu'un qui est à la porte ou quoi? Il y a le monsieur qui... Ah bon, il arrive. Donc, c'est pour ça que cette question du choix à travers ce titre, hein, qui est comment je fais pour ne pas trouver la bonne personne. Déjà, c'est vraiment chercher la bonne personne, c'est croire à celui qui croit qu'il a le choix, et que je veux du choix, et que je veux chercher. Voilà. Ça, c'est le petit 1 que je voulais mettre en relief. Petit 2. Dans la même question, je vais répondre sur 2 plans, et après je vous laisserai parler. Il y a, quand je... Le point 1, c'est cette idéologie libérale, qui est la société capitaliste aujourd'hui et libertarienne, sur la question de je me pose une question qui est stressante, sur l'affectif, qui est je veux avoir du choix, je dois choisir, je veux choisir, c'est moi qui suis responsable de mon choix, est-ce que je choisis la bonne personne ou pas la bonne personne? Alors déjà, rien que cette question, elle te fout dans la merde. Les gens qui passent leur journée à se dire est-ce que je choisis la bonne, pas la bonne, la bonne, pas la bonne, la bonne, pas la bonne, ils se prennent la tête pour pas grand-chose. Déjà, cette question ne devrait même pas exister. C'est une mauvaise question en elle-même.
Pas la question. On pourrait dire comme ça que la personne qui arrive en magasin avec qui tu fais affaire, bon, je vais la faire courte, si elle est là, c'est qu'elle est parfaitement là pour ce que tu as à vivre maintenant. Donc tu vas faire une expérience avec elle, ça va t'apprendre des trucs sur toi, puisque ça va faire taper sur tes névroses et sur tes blessures, puisque toute relation amoureuse tape sur tes blessures. Ça t'active, ça te met en souffrance ou pas, ça te rend heureuse ou pas, et tu vas vivre, et donc ça te fait te rencontrer. Donc tu vas en conclure à la fin de cette expérience, ou au milieu de cette expérience, des choses sur toi. Tu vas apprendre des choses sur toi. D'accord? Donc la personne que tu rencontres, avec qui tu fais affaire, on pourrait dire qu'elle est parfaite pour toi à ce moment-là, parce qu'elle te permet d'expérimenter et de te rencontrer à l'endroit où tu es. Est-ce que tu penses que beaucoup de personnes ont conscience de ça, que quand tu es en relation, l'autre, ça te permet de travailler sur toi? Est-ce que beaucoup de gens ont cette Non, c'est pour ça que je le dis. Enfin, travailler, le mot travail n'est pas joli, mais ça te fait te rencontrer toi. Ça te fait te connaître mieux dans ton fonctionnement, dans tes conditionnements, dans l'activation de tes blessures de l'enfance. Voilà, donc c'est bien que effectivement tu reviennes sur toi et tu dis, bon, ça me fait mieux me connaître. Et la relation amoureuse active les blessures, quoi que tu le fasses. Quoi que tu veuilles, ça te fait bosser en fait. Voilà. C'est comme ça. Si tu veux pas t'emmerder, tu ne te prends pas de relation amoureuse, comme ça tu es plus peinarde. Mais quelque part, tu te connais moins ou tu es moins activé sur tes blessures pour les changer, pour les faire bouger, pour t'alléger. Voilà, donc c'est pas non plus une bonne idée parce que il y a quand même des moments chouettes à partager dans la relation, à condition de ne pas se prendre la tête là-dedans trop, en mode est-ce que je fais le bon choix? Il me faut le bon partenaire, parce que si j'ai pas, on revient sur mon titre, si je ne trouve pas le bon partenaire, c'est que c'est dramatique, oh là là, que va-t-il m'arriver? Alors là, on va revenir à la notion de recherche. Je recherche quelqu'un pour aller bien. Donc je voulais justement développer ce thème, je cherche quelqu'un, je crois que j'ai besoin de quelqu'un pour aller bien, parce que si je me pose la question comment trouver la bonne personne ou comment je m'organise pour ne pas trouver la bonne personne, on dit leçon, c'est que déjà je suis sûre que j'ai besoin de quelqu'un, que j'ai besoin de chercher la bonne personne pour aller bien. Oui. D'accord? Donc il y a deux réponses par rapport, enfin il y a deux développements que je voudrais faire avec deux orientations différentes. Première orientation, je vais parler sur un plan. Il y a deux plans. Il y a le plan de l'unité. C'est-à-dire que quand je me dis je cherche quelqu'un pour aller bien, la bonne personne pour aller bien, en fait, c'est je cherche quelqu'un pour me compléter. Parce qu'on arrive, et je le dis souvent en ce moment, on arrive sur sur un sentiment de séparation qui est un peu atroce, avec un sentiment souvent de solitude, détresse. Et donc l'idée, c'est de se compléter avec un autre que soi, pour cicatriser ses blessures, pour faire du doux, pour faire du plein, pour faire du bon, pour faire de la chaleur, etc. D'accord? Donc je cherche à me compléter, très bien. Sauf que je le cherche avec un objet, c'est-à-dire un objet d'amour qui est placé à l'extérieur de moi. Et très souvent, à chaque fois que je cherche, souvent, je suis content 5 minutes, je fusionne, machin, puis après, poum, je me prends un râteau. Je me prends la vague parce qu'il y a toujours des limites, il y a des souffrances, il y a des déceptions, des désillusions, etc. Donc je ne me complète pas toute l'année. Je me complète un moment, puis après je suis incomplet, je reviens dans l'incomplétude. Et je souffre de cette solitude incomplète. Et je repars dans la recherche d'un autre partenaire qui devrait être la bonne personne. D'accord? Donc c'est ça le truc, c'est ça le système qui s'est mis en place. Donc la première chose, c'est le postulat de base qui est je crois que j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un pour me compléter, pour arrêter de souffrir de la solitude atroce, détresse, dans lequel je pourrais trouver, ou me vide, le vide existentiel, ou l'ennui, ou un truc comme ça. Et on entend sans arrêt les adultes dire on a des êtres sociaux, on est des humains, on a besoin de liens pour être aimé, pour se sentir aimé et pour aller bien. J'arrête pas de confronter mes patients en ce moment sur est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ceci est vrai d'un point de vue de l'adulte? Ceci est vrai d'un point de vue de l'enfant petit, on est d'accord, qui est dépendant et qui a besoin d'être aimé et de sentir de la protection, mais ce n'est pas un besoin ni une nécessité vitale pour les adultes. C'est un plaisir d'être en amour avec quelqu'un et d'être aimé, mais on n'a pas besoin de ça pour se compléter toute l'année parce qu'on ne sera pas complet toute l'année, mais même avec quelqu'un à tes côtés, et on n'en a pas besoin, ce n'est pas une nécessité vitale d'être avec quelqu'un pour se sentir bien, pour être heureux. Ça, c'est un postulat erroné. Donc, quand je crois que je pars à la recherche de la bonne personne
pour combler des besoins de complétude ou d'être aimé, on est dans la merde. Ben, ça commence mal l'histoire, parce que déjà, tu es sur un postulat erroné dès le départ. Parce que sur le plan que moi, je vais mettre le vocabulaire, après je vais l'expliquer pédagogiquement, parce que tout le monde ne connaît pas, quand on parle du plan de l'unité, ou du plan, de ce qu'on appelle aussi l'arrière-plan, qui est un plan où on n'a pas besoin d'aller se compléter avec quelqu'un à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est complet maintenant, enfin, on est complet maintenant avec tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience. On est complet maintenant avec tout ce qui est là maintenant. Par exemple, là maintenant, on est ici ensemble, on est un petit groupe. Moi, je parle, vous êtes à côté, vous m'écoutez. Peut-être vous êtes dans vos pensées de tout à l'heure, d'hier, de je ne sais pas quoi. Vous essayez peut-être de me comprendre. Peut-être il y a des émotions. En tout cas, tout ce qui apparaît dans votre champ de la conscience maintenant est ce qui est. Et à cet endroit-là, quand on est simplement en contact avec ces sensations, ces émotions, ces pensées qu'on peut observer qui nous traversent, ben, c'est complet. C'est intense et complet. Après, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a que ce qui se passe maintenant qui est là. Ça, c'est le fond. On pourrait dire qu'il y a un fond unifié. Il y a un fond d'être qui est toujours là. C'est l'ici et maintenant. Et on pourrait dire comme ça, sur l'arrière-plan, on s'appelle ça l'arrière-plan, certains l'appellent comme ça, que sur ce fond d'unité, tout est toujours là, avec des choses agréables et désagréables. Il y a des pensées, il y a des sensations agréables qui vous traversent, vous avez des émotions désagréables. Mais peut-être qu'il y a une histoire qui se raconte, que vous n'êtes pas complet, qu'il vous faudrait une âme sœur, il vous faudrait quelqu'un, un doudou, un machin, un truc, pour vous rendre plus complet, plus heureux, plus chouchou, plus mieux. D'accord ? Mais si on reste tranquille avec cette attention qui est posée sur tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience, il y a des choses désagréables et agréables, mais on est complet avec tout ce qui est. Quelque part, on pourrait dire que tout ce qui apparaît maintenant est parfait, même quand ce n'est pas agréable, incluant le désagréable. D'accord ? Mais nous, comme on arrive sur le terme, on arrive à l'accouchement, on est expulsé de la matrice, d'accord ? On était au chaud dans la matrice, bon, sauf si la mère était stressée, mais sinon on arrive au chaud de la matrice. On arrive comme un cosmonaute, poum, tu sors du ventre, d'accord ? Tu as un sentiment de séparation atroce. C'est affreux, tu es expulsé là, tu hurles, tu cries, enfin, vous vous rappelez du truc du bébé, de l'accouchement. C'est un truc abominable, c'est un trauma terrible, c'est d'une violence inouïe. Donc, sentiment de séparation, mémoire traumatique, qui va rester en trace. Et l'histoire qui va se raconter de ce départ de la naissance, ça va être « j'ai besoin de me compléter par un autre ». J'ai besoin de retourner à l'unité, à la matrice, pour me sentir bien, plein, au chaud dans la matrice. C'est pour ça qu'on a l'illusion qu'il faut être deux. Voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir le jeu du deux, le jeu du couple, le jeu de la relation amoureuse, avec cette croyance qui est une sensation de séparation, un sentiment de séparation. D'accord ? Donc le fond d'unité, c'est avant ce truc de séparation. C'est tout ce qui apparaît est unifié, même si ce n'est pas toujours agréable. Parce que c'est l'ici et maintenant, c'est ce qui se passe là. Et quand tu es au courant qu'il n'y a que ça qui existe, qui est l'ici et maintenant, et que le reste ne sont que des pensées qui sont alimentées par ce sentiment de séparation, donc des histoires du jeu à deux, des histoires que tu te racontes en fait, ben déjà ça commence à se poser un peu, c'est-à-dire à se détendre un peu l'affaire. Sinon c'est une affaire d'état, l'affaire de je dois trouver la bonne personne pour me compléter, pour aller bien et pour être heureuse, c'est une affaire d'état. Moi ça a été l'affaire de ma vie, puisque j'en ai fait un thème professionnel, mais je passais ma vie dans des expériences amoureuses, mais avec des enjeux. C'était pas léger, c'était important, c'était sérieux. Je veux trouver la bonne personne. Voilà. Donc, se prendre les pattes dans cette question, c'est vraiment piégeux. C'est oublier qu'on n'est pas séparés les uns des autres, que tout ce qui existe, la seule réalité qui existe, c'est ce qui existe maintenant. Il n'y a rien d'autre que ça. Et que le reste, ce n'est qu'une histoire construite depuis le début de notre naissance sur ce sentiment d'incomplétude ou de solitude détresse, ou de froid, ou de vide existentiel auquel on veut tout le temps échapper. Donc c'est l'affaire du couple, l'affaire du jeu à deux, l'affaire de la relation, qu'on fait une affaire d'état, certains, beaucoup les femmes,
les femmes majoritairement mettent au centre de leur vie la relation amoureuse et le couple. Et en faisant ça, bah, déjà tu ne te mets pas au centre et tu quittes l'ici et maintenant en étant dans ta tête et dans ton mental à te raconter l'histoire que ça serait tellement mieux à deux et que peut-être j'ai pas trouvé la bonne personne. Et qu'il me faut trouver la prochaine. Parce que là, next. La société libertarienne rajoute une couche, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Vous avez du choix. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé la bonne. Allez sur l'étalage, dans votre marché. Vous aurez peut-être la bonne en magasin tout à l'heure. D'accord ? Donc ça rajoute et ça renforce cette névrose. Ça ne va pas vous aider. Hein. Mais c'est intéressant de le regarder comme ça. Parce que quand à l'époque, il y avait plus de contraintes, dans l'époque de nos grands-mères, il y avait plus de contraintes. C'était des choix arrangés. Il n'y avait pas de choix en fait, il y avait beaucoup moins de choix. C'était arrangé, les mariages, ou c'était des trucs économiques. Bon, ils n'avaient pas tant de choix que ça. Donc ils se prenaient moins la tête avec ce truc, est-ce que j'ai le choix, la bonne personne, pas la bonne personne. Ils s'arrangeaient, ce n'était pas toujours heureux, on est d'accord. Hein. Ils s'arrangeaient avec ce qui était et ils ne s'attendaient pas à ce qui est mieux sur l'étal. D'accord ? Bon, ce n'était pas toujours très heureux parce qu'ils s'étaient soumis. Enfin, il y en avait qui étaient soumis à des pressions et restaient sous les cailloux avec des personnes qui les maltraitaient, par exemple. Mais il n'y avait pas ce truc qui est hyper stressant de ma copine, elle a fait le bon choix, elle est heureuse, ça se voit sur les réseaux sociaux, elle apparaît en photo avec le couple, je suis en couple, cheese, et moi, je suis nulle parce que je suis responsable de me rendre heureuse et je ne fais pas le bon choix. C'est ça. Et je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Donc dans le jeu des apparences de notre société, il y a ceux qui sont heureux et qui ont enfin trouvé la bonne personne, ting, bingo, et puis tu as les autres qui sont malheureux au fond de leur lit, tu vois, ça, oh, j'ai pas encore trouvé, merde, il ne tient qu'à moi qu'à trouver la bonne personne, n'est-ce pas, ça te fait rigoler, parce que c'est tout à fait ça. Et c'est tout le jeu des apparences, où tout le monde fait des grands sourires, hein, mais au fond, si tu les interviews, est-ce qu'ils sont vraiment heureux avec leur couple en faisant cheese? Ça, c'est moins sûr. Parce que c'est tout le jeu des apparences de notre société qui veut toujours en mettre plein la vue et se montrer et prouver qu'on est heureux parce qu'enfin on a fait le bon choix, enfin on a trouvé la bonne technique de développement personnel qui enfin nous permet d'avoir enfin trouvé le jackpot. Et pour la vie, on va se sentir complet. Parce que c'est ça le truc. Je crois qu'en trouvant la bonne personne, je vais être complet ou complète, je vais sortir du sentiment de séparation jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ma mort. Alors ça, mon vieux, le premier qui me... Alors ça serait intéressant même dans le public, le premier qui me témoigne qu'il a trouvé toute l'année la bonne personne pour être heureux tout le temps, ça, c'est juste pas possible. Parce qu'il y a sans arrêt des frictions, sans arrêt des déceptions, sans arrêt des moments où tu te sens seul au sein de la relation, sans arrêt des moments où c'est fusionnel, c'est chaleureux, puis après c'est plus chaleureux. Ben, ça n'arrête pas, quoi. La relation, c'est pas un truc, c'est un terrain de travail. On l'a vu tout à l'heure, c'est où tu bosses sur toi. Il y a des moments chouettes, mais il y a des moments qui ne sont pas chouettes du tout. Donc il y a les deux. Normal, c'est le jeu de la dualité. Il y a des moments super et des moments pas super. Et pareil quand on est seul. Quand on est seul, tu as des avantages et des inconvénients. Il y a des moments qui peuvent être chouettes, surtout si tu apprivoises ta solitude et que tu reviens sur ce fond, je parlais du fond d'unité, c'est-à-dire l'endroit où ce qui apparaît est juste parfait maintenant, y compris quand c'est pas... Si tu arrêtes de commenter que c'est nul et qu'il te faut autre chose aux Galeries Lafayette, ça va en fait. Mais si tu commences à commenter ce que tu vis maintenant en disant, par exemple, là, vous êtes assis sur le canapé, vous pouvez vous dire, ouais, ben, c'est bien, mais il me manque quelque chose. Alors, il manque mon mec, putain, il n'est pas là, il ne m'a pas envoyé 10 textos aujourd'hui, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas profiter du moment présent parce que vous vous racontez l'histoire qu'il vous manque quelque chose et que le mec, il n'a toujours pas répondu à votre texto. Donc, comment on se rend malheureux en faisant des trucs comme ça? Avec des textos. Bah, avec un exemple, avec il me manque. J'ai besoin de la bonne personne, je crois que j'ai besoin de la bonne personne et il me manque quelque chose que je dois chercher et trouver pour être heureux ou heureuse. Et ça, c'est la première manière de ne pas trouver la bonne personne, c'est en croyant qu'il faut chercher la bonne personne. Et chercher parce que je crois que je suis incomplète. Donc ça, c'est pour ça que c'est important que je parle, que je développe d'abord l'arrière-plan, c'est-à-dire le fond d'unité, où tout ce qui apparaît dans l'ici et maintenant, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre n'existe si ce n'est une agitation mentale ou des histoires mentales qui nous font croire qu'il nous manque quelque chose aux Galeries Lafayette. Et qu'il faut qu'on aille trouver quelque chose à l'extérieur, se réaliser, s'accomplir, trouver la bonne personne, faire des voyages, ne pas rater une expérience, s'amuser encore plus, enfin plein de trucs
pour aller bien, parce qu'enfin on sera heureux. Si on est complet, qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre alors? Oui, on est complet dans l'incomplétude. On est complet ici et maintenant dans l'imperfection et dans l'incomplétude. C'est ça ce qu'on appelle l'unité. L'unité, c'est dans il y a ce qu'il y a, mais ce qu'il y a n'est pas forcément parfait. Tu vois? Et c'est une forme de compréhension. C'est comme si tu piges un truc à un moment donné qui est ah ouais, je réalise qu'en fait, je ne peux pas être complet tout le temps dans le sens de tout va bien, je suis zen toute la journée. Voilà. Donc il y a des moments zen et des moments pas zen. Mais quand tu n'es pas zen, c'est normal. Sauf, ça peut être plus grave si tu rajoutes le commentaire il me manque quelque chose, je crois que c'est sûr que c'est vrai, il me manque la bonne personne. Alors là, tu t'aggraves ton cas. Parce que déjà que, je sais pas, tu as un truc qui te gratte et que c'est pas très confortable, tu es mal assis, tu te fais chier au boulot, et que tu te racontes je suis seule au monde, mon Dieu, je suis seule au monde, je n'ai pas trouvé la bonne personne. Alors là, tu aggraves grave ton cas parce que tu fais des commentaires sur quelque chose qui n'est pas vraiment là, tu vois. Hein? Ce sont que des pensées. Ce sont que des pensées. Mais les pensées, nos croyances, c'est ce qui nous met le plus par terre en fait. Hein. Nos systèmes de croyances nous bousillent la vie. Et ce que disait, on travaille en ce moment d'ailleurs avec Lily sur la méthode de Cathy Byron, hein, qui est une américaine qui a travaillé sur la déconstruction des systèmes de croyances. Et elle disait comme ça, nous sommes responsables de nos croyances, mais on ne s'en rend pas compte, on ne les voit pas, nos pensées, nos croyances, on croit que c'est vrai, on croit que ce qu'on pense c'est vrai, et seules nos croyances nous font souffrir. Ouais. Voilà. C'est la seule chose qui nous fait souffrir, c'est nos systèmes de croyances. C'est pour ça que je reviens sur cette croyance de base, qui est je crois que j'ai besoin de quelqu'un pour aller bien, donc je vais chercher, je veux me mettre en quête, je veux me mettre en recherche de trouver la bonne personne, pas n'importe laquelle, hein, la bonne, donc je mets des enjeux pour être heureux, Voilà, alors déjà, rien que ça, on est mal barré. Donc c'est je veux, c'est je suis au contrôle, et je crois, et alors en plus, il y a tous les coachs et des trucs de développement personnel qui rajoutent 10 couches là-dessus, vous êtes au contrôle, si vous vous démerdez en faisant ceci ou cela, vous êtes l'auteur de votre vie, vous allez y arriver. Trouvez la technique. Voilà. Donc voilà, donc elle est bien bonne celle-là, cette histoire de croire qu'il me faut une bonne personne. D'ailleurs, tout à l'heure j'en avais une patiente comme ça, je lui dis mais c'est quoi pour toi une bonne personne? Ça veut dire qu'il y en a une mauvaise, tu vois. C'est quoi la bonne ou la mauvaise? Oui, ben, la bonne personne, c'est celle qui me rendrait heureuse. Oui, alors donc tu crois qu'elle a le pouvoir de te rendre heureuse toute l'année? Oui, ben, elle est plus comme ci, plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça. D'accord. Donc en fait, tu veux dire qu'elle est en train de répondre à des besoins de stimulation. Parce qu'en fait, elle était un peu surdouée, cette fille. Simplement, elle me disait, si je trouve cette personne qui me ressemble, qui me stimule, voilà, intellectuellement, alors à ce moment-là, quoi? Alors quoi? Alors je ne m'ennuie pas. Ah bon? Donc tu es en train de me dire que tu cherches la bonne personne pour te stimuler, pour ne pas t'ennuyer. Ah, c'est intéressant ça, tu vois. Donc, quand on va à la racine, tu vois, tout ça pour ne pas t'ennuyer. Ah bon, donc tu t'ennuies quand tu es toute seule, c'est ça que tu veux me dire? Ah, bah oui, je m'ennuie, au fait, c'est vrai. Je m'ennuie aussi avec l'autre, d'ailleurs, à ce propos, souvent. Ah bah oui, c'est bien que tu te rendes compte que tu t'ennuies aussi avec l'autre, qu'il n'est pas toujours en train de te stimuler toute la journée, et que tu t'ennuies quand tu es toute seule. Et peut-être que c'est ça que tu dois rencontrer, c'est l'endroit où tu crois que tu t'ennuies quand tu es toute seule. Parce que de nouveau, ça peut être encore, et ça c'est encore une croyance, parce que si on est vraiment en contact avec ce qui se passe maintenant, tu ne peux pas t'ennuyer. Il y a des sensations qui apparaissent, sauf qu'on ne met pas l'attention dessus. Il y a des émotions qui peuvent apparaître, il y a des pensées qui peuvent apparaître, tu as des images qui peuvent apparaître, vous pouvez regarder des trucs. Donc vous ne pouvez juste pas vous ennuyer, c'est juste pas possible. On a 5 sens, on ne peut jamais s'ennuyer. C'est juste l'histoire de la séparation. C'est juste ce truc du jeu à deux. Je crois que je m'ennuie parce que je ne suis pas stimulée par quelqu'un qui fait Géo Club Med, tu vois. Mais alors tu cherches quelqu'un qui fasse de l'animation, fasse ben, très bien. Est-ce que tu as remarqué que ça faisait du bruit quand il y a quelqu'un qui fait Géo Club Med en face de toi? Quelque part, c'est parce que tu veux éviter le silence. Parce que le silence te renvoie une mémoire traumatique que quand tu étais petit, tu avais eu des moments où tu étais en détresse dans la solitude. Est-ce qu'on peut comprendre d'ailleurs? Donc c'est juste des mémoires du passé, de moments souffrants, voire d'impuissance, qui reviennent à la surface et que, en tant qu'adulte,
tu n'arrives pas à shifter. Tu reviens à cette affaire de quand tu étais petit et tu dis ah, je suis seule, ça y est, je m'ennuie, ça y est, je ne suis pas stimulée, ça y est, c'est un drame, ça y est, mon Dieu, il ne se passe rien, c'est angoissant, oh là, oh là, oh là. Ben, voilà, rien du tout, il se passe toujours plein de trucs. Hein. C'est juste que je me raconte l'histoire que c'est un drame et que ça ne va pas, je me fais souffrir. Voilà. Ça, c'est vraiment important et ça va créer aussi l'idée que j'ai besoin d'intensité, que si je suis en silence et qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'anime en face de moi, là, qui me fait qui me parle et qui fait du bruit, ou qui me prend dans les bras et qui fait le truc fusionnel, alors à ce moment-là, dans le silence, je m'éteins. Je ne suis pas vivant. J'ai pas d'intensité. Il n'y a pas d'intensité. Je crois que je ne suis pas vivant, je m'éteins. Et tout ça, plus que vous. Hein. Donc vérifiez dans l'expérience que tout ceci est complètement faux. Ce n'est qu'une histoire de croyance. Quand vous commencerez à découvrir qu'en vous mettant dans le silence, en fait, l'intensité est juste énorme, parce qu'il se passe plein de trucs, en fait. Mais cette croyance basée sur le sentiment de séparation nous fait courir après la bonne personne ou une personne pour se compléter. Et c'est l'objet du manque qui crée l'état amoureux, qui crée le désir, qui crée le sentiment d'être vivant et ce qui fout aussi dans la merde. Voilà. Alors, poursuite à ce que je viens de dire. Quand je crois qu'il me faut la bonne personne et que je suis avec la mauvaise personne, du coup, je me dis que j'ai besoin de quelqu'un pour aller bien. Et du coup, qu'est-ce que je fais? La suite logique, c'est que je fais des compromis. Je commence à m'adapter, à faire des efforts avec la personne qui ne me convient pas tant que ça, qui me ment ou qui exige des trucs, tu vois, qui arrive et qui me dit non, 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 c'est pas comme ça que tu dois te comporter, c'est pas bien, qui est jugeante, qui dit non, 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 là, c'est pas comme ça, moi je te dis comment il faut faire, parce que moi je sais que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Donc vous avez tous connu des gens contrôlants hein, et qui vous guident et qui vous drivent et qui vous disent là, c'est pas comme ça, tu fais faux, non, 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 écoute-moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Et toi, tu es là. J'ai besoin de la bonne personne, il m'est indispensable, il est chouette et merveilleux, il m'anime. Fait G au Club Med, je ne suis pas toute seule. Puis déjà qu'il me regarde, c'est bien, il me valorise, c'est magnifique. Ah ben déjà je me sens plus, j'ai quelqu'un, c'est mieux que rien. Hein. Donc à ce titre-là, banco, je vais faire des efforts et faire des compromis pour m'adapter. D'accord? Et là, vous êtes parti dans un trip horrible quoi. Vous êtes en train de faire des compromis et c'est comme ça que vous vous perdez. Des compromis, on fait que ça tout le temps. Ben oui, mais là, il n'y a pas de compromis avec quelqu'un, l'exemple que je t'ai donné, quelqu'un qui est contrôlant, qui est jugeant, qui veut te changer, auquel tu vas faire des efforts d'adaptation, mais c'est un cauchemar, ça. C'est tout sauf ça, quoi. Tu vois ? Là, c'est comment je me perds. En croyant qu'il faut que je fasse des efforts pour rester avec la bonne personne parce que je ne mérite pas mieux, parce que je ne supporte pas d'être seule, que je cherche quelqu'un à l'extérieur de moi. Et voilà, c'est toute l'histoire. Mais est-ce que les compromis, ce n'est pas l'histoire de notre vie? On fait tout le temps des compromis au travail Eh bien, j'arrête pas de dire, je passe mon temps à dire qu'il faut arrêter de faire des compromis. Voilà, c'est bien simple. J'arrête pas. Je suis une militante du non-compromis, très peu de compromis. Le compromis, oui, à condition que ça me fasse plaisir et que ça ne me bouffe pas d'énergie. C'est que, j'en ai les moyens. 2, que ça me fasse du bien et que j'ai de l'énergie, que ça me fait plaisir de faire plaisir, mais pas à quelque chose qui me coûte quelque chose, à quelque chose qui me coûte. Ça ne doit pas être coûteux pour l'organisme. Ça doit te mettre en énergie et pas en perte d'énergie. Sinon, ce n'est pas normal. Si vous faites des compromis avec des efforts d'adaptation, et notamment dans la relation amoureuse, c'est que tu crois que tu as besoin de cette personne pour être bien. Et que c'est peut-être la bonne personne, ou peut-être tu dois t'en contenter, tu vas quand même pas exiger mieux, et que sinon tu retournes à être seule, et donc être seule c'est être incomplet, et que voilà, c'est la galère, voilà, tout ça, et on revient au point de départ. Hein. Donc non, les compromis, c'est j'ai besoin. Si vous faites beaucoup de compromis, au sens compromis effort, c'est que vous êtes dans l'idée que vous avez besoin de trouver quelqu'un, de trouver une bonne personne pour être bien. C'est un signe, le compromis. Oui. C'est une conséquence c'est un excès de compromis. Mais non, tu ne fais pas de compromis si c'est quelque chose qui te... Si tu veux, je fais un compromis, c'est-à-dire je vais dans ta direction, mais ça ne me pèse pas. Voire ça me met en joie. Tu vois ? Non seulement ça ne me pèse pas, mais je sors de là mieux que je suis rentrée. Non, ça va, c'est un compromis, mais ça ne te coûte pas. Un compromis, c'est que tu as fait un effort, tu as lâché un truc qui n'était pas négociable, en fait, tu vois ?
Ça te fait chier en fait. En clair, voilà, je te le fais en gros, ça t'a saoulé. Tu l'as fait, tu t'es raconté l'histoire que ça te faisait du bien, que c'était pas grave, mais en fait, c'est pas vrai. Est-ce que ça s'appelle toujours un compromis dans ce cas-là, si ça fait plaisir, si on est d'accord? Ça peut, parce qu'au départ, si ça peut s'appeler un compromis, c'est le mot, le vocabulaire, c'est vrai que c'est intéressant. C'est parce qu'au départ, c'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas forcément envie au départ. Tu te dis, tiens, je vais lui rendre service, il me demande de l'aide, bon, je n'ai pas forcément envie, ça ne me fait pas plus plaisir que ça, mais je vais le faire parce que j'ai les moyens, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien, parce que voilà. Ça ne me coûte rien, tu vois, c'est sympa. Voire ça peut me mettre en énergie haute. Ok, parfait. Tu vois, donc c'est un compromis dans le sens où tu n'avais pas forcément l'idée au départ, ce n'était pas forcément ton élan de départ. Voilà. Mais ce n'est pas coûteux. Si tu commences à faire un effort d'adaptation pour ne pas perdre l'autre, parce que tu ne veux pas être seul, parce que tu crois qu'il faut faire des compromis, arrêtez. Voilà, ça commence le bordel. Est-ce que c'est un peu la même chose qu'en amitié? Pareil. En amitié, c'est pareil. C'est pareil. Faire des compromis qui font souffrir. C'est la même chose. Ou des compromis joyeux. Ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. À part qu'en amitié, il y a peu de gens qui se disent « je dois trouver les bons amis pour aller bien ». Pour gérer mes problèmes d'incomplétude. Ils ne se disent pas ça, les gens. Ils se disent « j'ai des amis, ils sont dispo, ils ne sont pas dispo ». Mais ils ne se disent pas « ils sont indispensables à ma vie, sinon, qu'est-ce que je vais devenir ?» C'est là, toi, c'est la différence. On peut s'éloigner d'amis quand on sent que c'est... Oui, mais bien sûr. Donc, là, tu parles des limites. Et donc, quand tu es dans cette considération que je crois que j'ai besoin de trouver la bonne personne pour aller bien, donc, comment faire pour ne pas trouver la bonne personne? En ne mettant pas tes limites. Yes. Donc, sur le plan si tu rentres dans le plan du jeu à deux, on va faire une relation à deux. Donc, moi, je suis moi, toi, t'es toi, on est sur le plan de la séparation. Donc, on va jouer à faire un trip à deux, une histoire à deux, d'accord? On fait comme si on jouait à une histoire de couple. Vous pouvez vous amuser à faire comme si, mais vous vous amusez à faire comme si. Arrêtez de vous prendre les pattes là-dedans parce qu'on n'a pas besoin de faire un truc à deux. Si ça vous chante, vous pouvez le faire, mais pas à un prix coûteux. Je répète, je vais répéter 25 fois la même chose parce qu'on n'a pas besoin, personne n'est indispensable, on n'a pas besoin d'aimer, d'être aimé, ça c'est pas vrai. On est complet tout seul, on n'a rien besoin. Après, on peut se raconter l'histoire qu'on a besoin. C'est faux. On peut jouer à s'amuser à faire du deux. Pourquoi pas? On peut faire comme si on avait besoin de faire un machin à deux. Mais on sait que c'est illusoire, on n'a pas besoin en fait. D'accord? Donc, imaginons qu'on parte dans une histoire à deux. Why not? Bon, pour se distraire, pour se faire du bien, pas pour se faire chier. Parce que si on commence à s'emmerder la vie, à faire du deux, ça n'a aucun intérêt. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est léger, quand on est allégé de cette croyance, je n'ai pas besoin de faire du deux, si ce n'est tant que ça m'amuse et que ça me fait du bien et que je suis heureuse, très bien. Si ça commence à m'alourdir, à me peser, à me prendre les bonbons, à me casser la tête, ben j'arrête. Donc je sais mettre des limites fermes et non négociables, c'est pas une limite, parce que je n'ai pas besoin du jeu à deux, parce que c'est un jeu. Donc d'abord, je dois prendre conscience que je n'ai pas besoin. C'est ça. C'est pour ça que je suis partie du 1. Je suis partie du postulat numéro 1. Je suis construit sur un sentiment de séparation qui me fait croire que j'ai besoin de l'affaire du couple, que de l'affaire de la relation amoureuse. Je commence par cette affaire et j'en fais un truc sérieux. C'est-à-dire, je crois que c'est vrai. Quand j'arrête de croire à ce machin, déjà, ça commence à alléger. Ça commence à aller mieux. Après, je peux jouer. Si ça m'amuse de faire une partition, on va faire une partition, bah tiens, je te rencontre, tu as l'air sympathique, tu as l'air de rentrer dans mes critères, partons dans une histoire, why not? Si je me rends compte assez vite que tu commences à me casser les bonbons, à vouloir prendre le pouvoir sur moi, à me critiquer, à me driver, à me faire des plans à la con, bon, sachant que j'en ai pas besoin de toi, bon, allez bien, je ne vais pas te conserver, je vais facilement mettre des limites. Ça va être simple, je vais mettre des limites, je vais te recadrer une fois, bon, je te donne une chance, 2 fois, si tu recontinues, au revoir. Tout va bien. Parce que j'ai mes amis, parce que je sais être bien toute seule, parce que je n'ai pas besoin d'être aimée toutes les 5 minutes, parce que je vais bien, il y a de l'intensité dans ma vie ici et maintenant. Je sais me rendre heureux par plein de stratégies. Donc qu'est-ce que je vais aller m'emmerder avec une relation qui me fait souffrir? Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Mais parce que le point de départ,
c'est que je sais que personne n'est indispensable. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter. C'est ça le point de départ. Je dois apprendre à savoir que je sais. Je dois réaliser et vérifier dans l'expérience que ce que je suis moi en train de raconter, c'est vrai. Tant que vous ne le vérifiez pas, c'est qu'une théorie. Donc ce postulat qui est « je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être bien », parce que je suis complètement incomplète ici et maintenant, complètement imparfaite ici et maintenant, et qu'il n'y a que ça qui existe, il n'y a rien d'autre, le passé est mort, le futur n'existe pas, il n'y a que ça, la réalité ultime, c'est je suis avec tout ce qui est maintenant, pensée, image, sensation, et tout ça c'est archi plein. Tout le reste c'est une histoire, c'est un jeu, c'est comment dire, c'est rigolo quoi. Ça peut être fun, mais c'est pas fun quand vous croyez qu'il vous faut quelqu'un en galerie Lafayette, il vous faut quelqu'un pour aller bien. Ça devient beaucoup moins fun, parce que je ne peux pas mettre des limites de manière saine, parce que je crois qu'il me faut une bonne personne, que j'ai pas encore trouvé, que c'est de ma grande faute, ma plus grande faute, oh mon Dieu, je sais pas faire, je suis nulle et non avenue, je répète des schémas depuis... quels sont les schémas, mon Dieu? Je suis responsable, ce qui ne veut pas dire que c'est faux sur un certain plan. Puisqu'en thérapie, on traite ça. Je traite sans arrêt des gens qui répètent des schémas à la con, qui sont des schémas douloureux, des schémas de répétition où la petite croit qu'elle a besoin du regard du père. Là, j'en avais une juste avant vous, là d'ailleurs. Elle était dans ce truc, je vous raconte parce que c'est frais dans ma mémoire. Elle se dit comme ça, j'ai pas de valeur, je suis persuadée que j'ai pas de valeur parce que mon père m'a pas regardée quand j'étais petite assez. Donc je suis sûre que je n'ai pas de valeur, donc je fais des efforts surdimensionnés pour être validée dans le monde professionnel, mais surtout dans la relation amoureuse, évidemment, puisque c'est papa, donc je cherche des papas bis pour me valider, donc je cherche l'approbation. Ceci étant, je fais plein d'efforts d'adaptation pour être gentille, belle, intelligente, pertinente, et je doute tout le temps de moi-même, pour être validée par l'homme que j'aime, que j'ai choisi. Et une fois qu'il me valide, s'il me valide, donc je fais des efforts. Et s'il me valide, alors quoi? Alors peut-être je réussis le couple que je veux réussir, et alors enfin, in fine, je suis heureuse. Je crois que je suis heureuse. T'imagines le truc? La fille, elle passe son temps à faire des efforts pour être validée dans le regard de l'homme, donc elle donne le pouvoir à l'homme, d'accord? Tout ça pour être validée, pour avoir un tampon de validation, d'accord? Pour enfin peut-être être heureuse 5 minutes. D'accord, alors je lui ai dit, écoute, c'est bien simple, tu vas me faire le plaisir d'arrêter de faire tous ces efforts parce que c'est la petite de 7 ans qui cherche le regard de l'homme pour être validée, pour être heureuse, qui croit qu'elle en a besoin pour être heureuse. Donc tu vas me faire le plaisir de te rendre heureuse, on va court-circuiter tous ces machins de faire des efforts et tout. Zéro effort, et on arrête tous les efforts, et tu vas apprendre à te rendre heureuse en te posant la question, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? On simplifie, tu vois. Qu'est-ce qui ferait que je me rendrais la vie heureuse? Donc tu poses la question à la petite à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te rendrait la vie chouette maintenant? Est-ce que tu te sens heureuse, pas heureuse? Qu'est-ce qui te rendrait la vie plus heureuse, tu vois? Et bien là, tu court-circuites tous les machins. Je crois que j'ai besoin de quelqu'un qui va me valider. Non, tu n'as besoin de personne pour te valider. Mais même pas, voilà, tu as juste besoin de te rendre heureuse. C'est tout. C'est toute l'histoire, tout ça pour ça. À un moment donné, il faut arrêter de se prendre les pieds dans des constructions d'enfants qui ont eu leur place à l'âge d'enfant. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est pas mauvais en soi. C'est des mémoires traumatiques d'enfants qui ont cru à ce moment-là que c'était vrai qu'elles avaient besoin du regard du père pour aller bien. C'était vrai à 7 ans. Et c'est plus vrai à l'âge adulte. À un moment donné, ces croyances d'enfants méritent d'être déconsidérées, déprogrammées à l'âge adulte. Et d'être simplifiées, en fait. Parce que sinon, elles ne sont jamais questionnées. Sinon, elle passe son temps à chercher, à avoir confiance en elle, à faire des efforts pour avoir de la valeur, à être validée par les autres. Et bien, c'est sans fin l'histoire, elle peut passer sa vie là-dedans. Alors, on va arrêter tous les trucs de thérapie où je vais faire des efforts pour me valider, être validée, être validée. On arrête de la valeur, on se pose plus. Je lui dis, arrête de te poser la question toute la journée. Est-ce que j'ai de la valeur, pas de la valeur, de la valeur, pas de la valeur? La seule chose que tu veux, c'est être heureuse. Être heureuse, comment je fais pour me rendre heureuse? On simplifie, tu vois. Hop, hop. Donc voilà, donc ça c'était un exemple d'une patiente là, qui arrive avec « je ne sais pas trouver la bonne personne, je ne trouve jamais la bonne personne,
comment elle fait pour ne pas trouver la bonne personne? Déjà parce qu'elle cherche la bonne personne et qu'elle croit que c'est elle qui fait faux, qu'elle n'a pas assez de valeur et qu'elle ne fait pas assez d'efforts parce qu'elle n'arrive pas à trouver la bonne personne. Ceci étant, elle passe son temps à s'adapter à des mecs en se mettant sous les cailloux, parce qu'elle fait des efforts pour s'adapter, pour être gentille, belle et intelligente. D'accord? Donc à chaque fois, elle se fait ramasser, c'est normal. Et elle continue de faire des efforts surdimensionnés, tout ça pour être aimée. Bon, voilà, tout ça pour ça. Donc, je pense qu'alléger le système, c'est alléger son système de croyance aussi, et de simplifier en disant, bah, bon, la seule chose que je cherche, c'est quoi? Ben, c'est d'être heureuse. Pour elle, c'était d'être heureuse. Hein. Donc, ben, comment je fais pour me rendre heureuse? Moi, c'est pas mon truc. Moi, ce que je cherche, c'est la paix. Chacun a une quête du Graal. Regardez après quoi vous courez, in fine. Après quoi je cours? Est-ce que c'est être heureuse? Est-ce que c'est, moi, c'est la paix? Il y en a qui cherchent la stimulation. Voilà. Après quoi vous courez? Donc, en fonction de ce après quoi vous courez, bah, vous allez trouver des stratégies plus fun. Parce que la question de la valeur, hein, je crois que j'ai besoin d'être validé, d'avoir de la valeur, c'est une question égotique. C'est encore une fausse question. Un truc qui ne sert à rien en fait, mais que beaucoup de gens se posent. Ça, c'est bien quand tu es petit. Je cherche à être validé dans le regard de l'autre. Que l'autre me complimente, qu'il m'applaudisse, qu'il me dise « Oh là là, super, t'es extraordinaire, que t'es belle, intelligente, et ça. » Ça, c'est bien parce qu'on est enfant, et quand on est enfant, on a besoin d'être validé, d'être encouragé. On est d'accord. Mais quand on est grand, quand on est des adultes, est-ce qu'on a tant besoin de s'emmerder la vie pour être applaudi et regarder dans le miroir? Oh, c'est formidable, oh, c'est bien, oh là là, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es intelligente. Bon, ça fait plaisir 5 minutes. Mais est-ce que tu as besoin de mettre des enjeux et de faire des efforts pour avoir des applaudissements? Non, on ne t'applaudit pas, tout va bien. On t'applaudit, tout va bien. Tu vois, c'est être libre de ça. On t'applaudit, ça te fait plaisir, tu prends. Tu vas pas dire, non. M'applaudissez pas. Mais si, m'applaudissez très bien. Mais je suis libre, mais c'est pas ça, je m'en fous. C'est pas un problème en fait. On m'applaudit pas, et ben, ou je m'applaudis, ou je reviens à qu'est-ce qui se passe maintenant. Ben, ce qui se passe maintenant, il se passe ceci et ça, et tout va bien en fait. Et c'est vraiment des croyances construites qui construisent l'enfant moi ou l'ego, qui est la petite personne qui se raconte des histoires. J'ai toujours et encore besoin d'être validée pour me sentir exister. Non, je me sens exister maintenant parce que je sens l'existence me traverser à l'endroit où je suis maintenant, parce que simplement, comment je sais que j'existe? Parce que j'ai des sensations, parce que j'ai des émotions et parce que j'ai des pensées ou des images qui me traversent. Et c'est comme ça que je sais que j'existe, il n'y a pas autre chose. Parce qu'on est tout, tu vois, là je parle de ça parce qu'en fait, souvent les gens qui cherchent de la valeur, de la valorisation, c'est pour se sentir exister, au sens de se sentir l'existence. Alors que sentir l'existence, c'est tout bête en fait, c'est tout simplement sentir ce qui traverse. Ce qui traverse, c'est là j'ai des pensées, là je parle, là je sens que j'ai le cul posé sur la chaise, là je sens que ça sent bon, là je sens... On ne peut pas ne pas sentir. Si on met son attention, on sent. Si on ne met pas son attention, on pense. On pense plus qu'on sent. Voilà. Donc je continue. Ouais. Alors par contre, c'est bien que tu prennes le micro. Ah oui, parfait. Ce travail de ressentir les émotions, c'est vrai que ça demande d'être très dans le moment présent. Ouais. Mais ça se fait quand même avec beaucoup de pratique. La pratique, tu peux le pratiquer sans faire des méditations pendant 107 ans. Tu peux t'amuser à faire de la méditation, ça peut t'aider, mais tu n'es pas obligé. Moi, je n'en fais pas et tout va bien. Mais parce qu'il y a c'est un truc à piger en fait. Pour moi, c'est comme un eureka. À un moment donné, tu piges le truc et tu l'expérimentes. C'est-à-dire, par exemple, là, quand tu as parlé, c'est des pensées. D'accord? Ces pensées. Ça fait partie de ton expérience. Il y a des pensées qui me traversent, des commentaires, des questions, des pensées. Et en même temps, peut-être tu n'as pas mis tout le focus dessus, tu avais des sensations, tu peux sentir, tu as des sensations, le poids de ta chair, tu peux sentir ta main qui est comme ça, donc tu peux sentir le froid, le chaud, tu peux sentir l'air, tu peux voir des gens, tu peux voir des couleurs, etc. Bon, d'accord. Donc souvent on ne met pas notre attention dessus. Si tu commences à mettre ton attention, ça fait que tu sens que tu es vivante. C'est ça qui crée l'expérience maintenant.
c'est une pratique. C'est une pratique de retournement. C'est une pratique de mettre ton attention. Souvent, c'est plus facile les yeux fermés parce qu'on pourrait dire qu'il y a moins le regard qui part vers le monde extérieur. Voilà. Mais si tu fermes les yeux, il y a plein de pensées aussi qui traversent. Hein. Donc si tu pars dans la pensée, tu commentes et un peu t'es cuite. Parce que tu pars dans l'histoire de la pensée. Mais si tu restes juste en... voilà. Il y a la pensée. Pensée, tu vois, une pensée, voilà. C'est même pas je pense, une pensée, une sensation, une émotion. Pensée, une sensation, une émotion. Il y a ce qu'il y a en fait. Hein. On retrouve ce que disent les enseignants spirituels, c'est même pas je suis, parce que je suis c'est je. On s'en fout, on enlève le je, suis. Suis c'est il y a ça. Ça ceci est. Cette sensation, tu vois, voilà, là j'entends ma voix, voilà, sensation, pensée. Il y a ce qu'il y a quoi en fait. Donc effectivement, c'est cette pratique. Mais cette pratique, elle ne demande pas d'effort, tu vois. Si tu commences à faire un effort, si tu commences à chercher à observer la pensée, tu commences à faire un effort. Et ça commence les efforts. Ça commence le truc des efforts. C'est pour ça que des fois la méditation aide ou pas. Parce que la méditation permet d'être observateur et témoin de ses pensées, de ses sensations, de ses émotions. Et c'est le début. C'est souvent le début. C'est souvent une pratique qui est aidante pour beaucoup. Parce que ça aide à revenir à l'ici et maintenant. Ça diminue l'agitation mentale. Et ça permet d'arrêter de se raconter des tas d'histoires auxquelles on croit tout le temps. Voilà. Donc c'est quand même une bonne formule, je dirais. Pas obligé, mais c'est une formule souvent aidante pour la plupart. Il est beaucoup à la mode d'ailleurs en ce moment. Hein. Mais il n'y a pas d'obligation, parce que dès que tu fais un effort, ben, y a quelque chose qui croit, il y a un moi qui croit qu'il doit faire un effort pour arriver à un but, pour sentir vivant ou sentir que tu existes. Mais non, mais Du coup, il y a une pression. Il y a une pression. Et en fait, de toute façon, tu ne peux pas ne faire, tant que tu n'es pas morte, tant que tu n'es pas en train de dormir, tu es tout le temps en train de vivre un truc dans l'instant. Il y a toujours quelque chose qui se passe au magasin. Il ne peut pas ne rien avoir. C'est juste tout bête, en fait. C'est tout le temps là. Donc il ne peut pas ne rien avoir. C'est juste qu'on veut autre chose que ce qui est. Et l'histoire de la relation à deux, c'est je veux autre chose que ça. Je crois qu'il me faut quelque chose en magasin que je n'ai pas et que je vais courir après parce que cette chose à l'extérieur, cette personne, va être la bonne pour me compléter, me faire me sentir pleine, heureuse, remplie, contente, en joie, voilà, patita, patata, patin, couffin, et blabli, et blabla. Tout à l'heure, tu as dit que c'était très féminin. Alors c'est très féminin parce que les femmes, pour la relation amoureuse, mettre au centre la relation amoureuse au lieu de se mettre au centre. D'accord ? Ça c'est un classique. Alors attends, déjà je te dis pourquoi les femmes. D'une part, je pense que c'est assez biologique, je le dis souvent, mais je pense qu'il y a un truc qui fait au service de la reproduction, il faut se coller à un homme pour se sentir protégé, pour se reproduire, etc. Aussi pour se sentir protégé, parce que souvent dans la préhistoire, là, les mâles alpha, ils nous ont protégés pour survivre. Hein, voilà. Donc il y a un truc dans l'espèce là quand même, qui est hein, ça a dû laisser des traces. Donc il y a un truc comme ça qui se joue dans une croyance, comme quoi il nous faut un homme pour nous sentir protégés. Moi je l'avais très fort. Il me faut un homme pour être protégé, parce que sinon je ne suis pas en protection. Ouais. Est-ce bien vrai? Donc évidemment c'est complètement faux, mais tant que vous croyez à ces trucs-là, vous y croyez. On y croit, on croit que c'est vrai. Et évidemment, on vérifie nos croyances. Moi, je vais passer mon temps à vérifier ces croyances parce que dès que j'étais dans les bras d'un homme, évidemment, je me sentais protégée. Et évidemment, un mec qui était sympa et chouette, quoi. Et évidemment, je pouvais me reposer. Me dire, ça y est, je suis protégée, tout va bien. Ah, ça y est, je peux me détendre. Ah, c'est la paix. Oh mon Dieu, comme c'est merveilleux. Vite ses bras. Où sont ses bras? Où sont ses bras? Bon. Ça renforce la croyance. Ça renforçait sans arrêt cette croyance. Évidemment. Donc ça rendait l'homme indispensable à ma vie, surtout celui qui savait bien me prendre dans les bras. Bon, c'était complètement con, mais enfin, j'ai passé ma vie là-dedans. Tout ça pour ça. Enfin, pour dire que quand j'ai commencé à déconstruire cette croyance, en faisant comment? Simplement en vérifiant que sans être dans les bras, par moment, hein, je peux aussi m'amuser à être dans des bras, pourquoi pas, mais sans être dans des bras d'hommes, je ne me sens pas non protégée, tout va bien, il n'y a aucun souci de protection, tout va bien. Et en plus, c'est aussi intense, voire plus intense, que la sensation que j'ai quand je ferme les yeux, quand je suis dans les bras d'un mec. Tu vois? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que souvent je cherchais non seulement l'intensité, la paix à travers les bras d'un mec,
Mais la protection, la paix, l'intensité. Donc quand vous trouvez la paix, l'intensité et la protection, enfin la protection, c'est une sensation de paix, de calme en fait, hein, et d'intensité et de complétude dans des moments de solitude, c'est-à-dire sans être prise dans les bras, tout va bien, hein, vous n'avez besoin de rien. C'est ça le truc, vous avez pigé le truc. Mais tant que vous ne le vérifiez pas dans l'expérience, tant que ce n'est pas éprouvé, ben forcément vous allez partir dans ces systèmes de croyances. Je crois que j'ai besoin d'un homme pour l'intensité, je crois que j'ai besoin d'un homme, je crois pour les femmes, hein, pour me protéger. Donc les femmes sont très sujettes à mettre la relation au centre de leur vie. Il faut faire un couple, alors en plus les médias, vas-y, les joyeux médias, là, les films, les machins de prince charmant, allez, faites des couples, amour, gloire et beauté, allez-y, allez-y, les nanas, vous allez vous, réjouissez-vous. L'amour est dans le pré, réjouissez-vous, vous allez vous éclater. Il vous faut un mec et pas n'importe lequel, voilà, allez-y. Sinon, votre vie, elle va être complètement ratée. Hein, vous allez être des célibataires, finir vieille moche, seule et votre vie est finie. Donc, mettez-vous, calez-vous avec un mec parce que sinon, vous êtes mal. Hein. Voilà. Soyez une mère, on entend, soyez une mère, faites un couple, restez pas seul, vieillissez pas seul. Enfin, on n'entend que des trucs comme ça. D'accord ? Donc, alors là, les nanas, bon, on entend moins les mecs, on leur dit moins. Vieillissez pas seul, trouvez-vous une meuf, vous allez être protégé par une meuf, on n'entend pas des conneries pareilles, soyez pas célibataire, je sais pas, on n'entend pas des trucs comme ça, je veux dire, c'est complètement erratique. Donc forcément, les mecs qui sont, enfin les hommes, ils n'ont pas été éduqués comme ça, donc ils ont moins cette pression de se mettre absolument en couple, qu'ils ont besoin de faire un couple, que sinon c'est un drame, voilà, donc ils l'ont moins. Certains l'ont quand même, parce qu'ils aiment bien quand même ne pas être seuls, d'accord ? Donc, une remplace l'autre, et sécurité affective oblige. Okay ? Mais on revient sur le point de départ, je crois qu'il me faut la bonne personne pour aller bien, il ne me faut rien du tout pour aller bien, c'est juste je crois qu'il me faut la bonne personne. Pareil pour les mecs. Ouais. En tant qu'homme célibataire, je peux intervenir. Ah bah vas-y. L'homme, il ira vers la femme parce qu'il a envie de sexe, par exemple. Oui, ah bah très bien, c'est bien d'en parler. Et les femmes aussi ont besoin de sexe, hein, je te signale. Oui, mais c'est pas une question de sécurité, c'est sur pour un homme. Ouais, c'est plus pour le plaisir. Et est-ce que les hommes, vous attendez pas C'est bien que tu prennes le micro pour parler. Et est-ce que les hommes n'attendent pas aussi dans la relation amoureuse le quotidien, le ménage, les repas, Les compromis. Les compromis. les compromis? Je sais pas. Donc, Je vais te répondre par une autre question. Pardon, est-ce que toi, effectivement, si demain tu pouvais éviter ça, tu le ferais pas? Si demain tu n'étais pas obligé de faire le ménage, tu ne le ferais pas. Parce que quelque part, c'est une contrainte. Oui. Voilà. donc là, on est dans le truc homme-femme, tu vois. Les hommes attendent du sexe Tu veux la même chose? au regard que les femmes attendent de la sécurité affective. On veut du sexe aussi, on veut tout. Donc là, on est dans le débat genré. Alors, on est passé dans le débat des genres, tu sais. Les hommes attendent du sexe et les femmes attendent de la sécurité affective. Et pour avoir de la sécurité affective et de l'engagement, elles donnent du sexe parce que les hommes ont envie de sexe plus que les femmes. Enfin, tout est un tintouin là-dessus. Bon, ok. Ça, c'est bon. Alors, tout est vrai, tout est vrai. On pourrait dire pourquoi pas. Est-ce que c'est, par contre, la différence entre le besoin et l'envie? Le besoin, ça serait une nécessité. Est-ce que c'est nécessaire? On revient sur, parce que c'est important, parce que tout part de il me manque quelque chose et c'est nécessaire. Et je crois que c'est nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir du sexe épanoui, enfin, du sexe, que ce soit homme ou femme, hein. D'accord? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, ceux qui me disent oui, alors j'aimerais bien, mais alors là, ils ont un problème. Hein. S'ils me disent c'est nécessaire à ma vie, sinon quoi? Sinon vous allez mourir. Sinon vous allez manquer de quoi? De plaisir ou d'intensité. Mais ça veut dire quoi? Que vous ne savez pas vivre l'intensité du moment? Que vous ne savez pas avoir d'autres stratégies pour aller au plaisir? C'est quoi ce bordel? Si c'est une nécessité, c'est que vous êtes responsable, quelque part, de croire à cette histoire que ça m'est nécessaire, c'est-à-dire vital. C'est pas vital. C'est l'histoire que je me raconte que c'est vital, que j'en ai besoin. C'est une envie, c'est un goût, c'est une préférence. Tu vois, par exemple, il y en a qui aiment bien le sexe, il y en a qui aiment bien manger les gâteaux au chocolat, il y en a qui aiment bien le sport, il y en a qui aiment bien bricoler. Alors voilà, il y en a qui préfèrent bricoler que de faire du sexe. Bon, c'est des goûts et des couleurs. Mais les goûts et les couleurs, ce n'est pas une nécessité, c'est une préférence. Si tu aimes le sexe, bah fais du sexe, quand il y en a. Mais s'il n'y en a pas,
eh ben, on s'en fout, il n'y en a pas, ce n'est pas une nécessité. Est-ce que tu peux t'en passer? Ce n'est pas une addiction, hein, est-ce que tu peux t'en passer pour avoir du plaisir autrement? Et là, tu es libre. Parce que c'est fonctionnel. Tu vois, c'est ça. Par exemple, tu peux être une personnalité sexuelle, ça te fait beaucoup plaisir d'avoir du sexe. Ben, quand il y a en magasin, il y a en magasin. Et quand il n'y a pas, est-ce que je peux apprendre à m'en passer? Qu'est-ce que tu as dit? Ben voilà, bricolage ou autre chose qui te fait plaisir. Mais tu vois, là, on n'est plus dans la nécessité, on est dans comment j'apprends à me rendre heureux, c'est-à-dire à me faire plaisir. Quels sont les chemins? Comment je me distrais? Comment, on pourrait, si la vie était vraiment un grand jeu, comment je me distrais avec des choses, d'abord dans lesquelles je suis autonome, hein, parce que la sexualité, il faut être 2, 3, 4, 5, 10, mais tu n'es pas très autonome, au moins 2. Après, si tu préfères la sexualité de groupe, moi, j'en sais rien. Non, il faut commencer à 1. Ah oui, tout seul déjà, oui, tout seul. Donc tout seul, à 2, à 3, à 4, à 10, bon, enfin bref. Mais ce n'est pas une nécessité, c'est ça qui est important. C'est être libre, c'est de voir que les choses ne sont pas nécessaires au sens vital. L'amour n'est pas, on pourrait dire la tendresse, ça te parle de sexualité. La tendresse n'est pas vitale pour les adultes. C'est pas vital. Vous pouvez, mais c'est d'abord, la tendresse, ça peut être dans l'échange, et ça peut être même dans l'amitié. Tu vois, il y a plein avec les animaux, avec les pierres, avec la nature. Je sais pas, vous pouvez communier avec plein de trucs. Vous n'êtes pas obligé de vous taper une nana ou un mec, un compagnon ou une compagne, la bonne personne et unique, pour trouver de la sexualité ou de la tendresse, parce que là, vous êtes mort. Non seulement vous croyez qu'il vous faut la bonne personne, vous êtes sûr, et en plus, une seule personne, et non pas n'importe laquelle, ce compagnon-là que vous avez choisi en plus, pas l'autre d'à côté, hein. Non, pas du tout, pour vous donner la sexualité bonne et la tendresse bonne. Ah ben là, vous n'êtes pas dans la merde. Non. Comment se faire souffrir en 10 leçons? Enfin, on comme ça. Là, vous êtes tranquille, hein. Là, vous faites harakiri. Ah non, mais ça c'est sûr, hein. À tous les coups, c'est toutes les croyances de base en fait. Voilà. Donc l'histoire du couple, c'est hyper souffrant à partir de cet endroit où je crois qu'il me faut que cette personne est la meilleure au monde pour me donner de la bonne sexualité ou de la bonne tendresse ou de la bonne reconnaissance si j'ai besoin de valeur et de confirmer ma valeur, ou de la bonne, je sais pas quoi, hein, de la bonne nourriture en fait, par rapport à mes besoins qui sont en pénurie, parce que quand j'étais petit, ça a été en pénurie. Mais ce ne sont pas des besoins vitaux, attention, de l'adulte. C'est des mémoires traumatiques d'enfants qui ont été des blessures, des manquements dans l'enfance à un moment donné, qui ne sont toujours pas archivés en tant qu'adultes, donc pas traités, pas mis à leur place dans le passé, qui remontent à la surface dans le présent de l'adulte, qui croit que ceci est vrai, que j'en ai besoin et que c'est une nécessité vitale aujourd'hui. Mais en plus, si on réfléchit bien, s'il y a une personne unique qui peut me rendre tout ça, si cette personne-là, elle meurt, ah bah là, c'est fini. Elle meurt ou... Attends, en général, qu'elle meurt, c'est un coup de Trafalgar qui lui tombe sur la tête. Mais si, c'est pas de ta faute, t'as pas le contrôle, mais si elle part avec la voisine d'à côté, il part avec la voisine d'à côté, alors là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, parce que tu te dis, merde, j'ai fait faux, c'est à cause de moi, j'ai pas fait, je ne suis pas capable de maintenir le lien, je suis moche, indésirable, nul et non avenu, voilà, j'ai pas su garder la bonne personne, ou on voit une connerie dans le genre, ou alors merde, il m'a quitté, ma vie est foutue, je vais être seule, c'est une catastrophe, j'ai tout misé sur lui, c'était mon cheval, donc sans mon cheval, ma vie est foutue, des trucs comme ça. Certaines personnes pensent cela, parce qu'il y a des... Mais il y en a plein. Il y a des crimes... Ah ben non, il y a plein de gens qui se font souffrir avec ça. Non, mais ça peut aller à des extrêmes de violence. Là, tu parles de suicide, de crime, de machin. Mais c'est basé sur ce postulat, cette première croyance. Il me faut cette personne pour avoir de la valeur, pour me sentir valorisé, pour me sentir exister, pour me sentir heureux, pour me remplir, pour être complet, pour avoir de la sexualité, pour avoir de la tendresse, pour avoir de la confidence, pour avoir... Non, patati et patin... Ah putain, on est mal barré. Non, mais c'est horrible. Mais c'est un cauchemar, ce truc. Donc, ce qu'on voit partout dans les médias, dans les films, machin, là, qui est déployé sans arrêt, renforce sans arrêt ce truc névrotique. Et c'est un stress monstrueux, en fait. Mais c'est jamais déconstruit. En aucun cas, c'est déconstruit. C'est plutôt renforcé.
Et cette société d'abondance du choix qui nous fait croire qu'on pourrait enfin choisir et trouver la bonne personne en ayant un choix pas possible, et que là, on n'a toujours pas trouvé la bonne, et que c'est de notre faute en plus, on est responsable. Ben oui, c'est de notre faute. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour trouver la bonne. Attention, 22. C'est pas mal. Ouais, là, t'es pas bon, là. Donc, on va se juger comme étant nul, parce qu'on n'a encore pas trouvé la bonne personne, et qu'on fout bordel, ça fait 50 ans de thérapie que je me tape, mais je suis toujours au même point. Les copines, elles y arrivaient, pas moi. Les copains, ils arrivent à se trouver du sexe, c'est pas moi, mais qu'est-ce que je fous? Et donc, voilà, on passe son temps à se taper dessus avec ce truc. C'est incroyable. Et les sites de rencontres, ça a aussi renforcé ça. Alors, ça renforce aussi le fait que... Parce que quand je pars en chasse sur les sites de rencontres pour construire ou pour avoir du sexe, peu importe, on s'en fout, ça part souvent d'une nécessité. Ça part pas d'une légèreté de, bah oui, bon, je me mets sur un site, je trouve ce que je trouve en magasin, il y a ce qu'il y a, il n'y a pas. On fout, en fait. Tant mieux s'il y a, et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc en général, les gens qui se mettent sur des sites, ils sont affamés, ils sont morts de faim. Ben, ils sont morts de faim dans le sens d'avoir besoin. J'ai besoin de construire un couple, ou j'ai besoin de tendresse, ou j'ai besoin de confidence, ou j'ai besoin de sexualité. Donc mort de faim. Je veux dire, c'est une nécessité. C'est pas léger, c'est pas il y a ce qu'il y a, il y a pas. C'est une nécessité. Tu vois bien qu'ils sont morts de faim. Ben, c'est bien le problème. Donc du coup, ils se mettent une pression pas possible. Ils mettent des enjeux, donc il y a des exigences, il y a des critères. Il faut être beau, il faut paraître machin, ben, c'est tout le machin que marketing. Après, il faut mettre la meilleure image, il faut mettre les meilleurs portraits, il faut actualiser ton portrait, il faut trouver des stratégies de séduction, il faut, ben, tu fais des tonnes d'efforts. Mais le postulat de base, c'est je suis affamée, je crois que j'en ai besoin. C'est le postulat de base. Mais pourquoi pas? À partir de l'endroit où tu es libre, tu peux tout faire, tu peux t'amuser à aller sur les sites, pourquoi pas si ça t'amuse? Tu n'es pas obligé, mais si ça te branche et que tu trouves que c'est rigolo de discuter, d'échanger, de rencontrer, de faire des expériences, mais pourquoi pas? Mais pas pour te massacrer en te mettant à mal, en mode misérabilité, parce que tu as passé la nuit avec un tel et que tu te réveilles le matin en disant putain, mais. Oh la galère! C'est pas le bon, je suis encombrée. Voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il est 7h pourvu qu'il se casse ou qu'elle se casse. Chercher le bon. Voilà, à la suivante. C'est encore pas la bonne, merde, vivement que je trouve la bonne ou le bon, là, où il est, où elle est. Voilà. Je suis tellement déçue, c'est à cause de moi, c'est ma plus grande faute. Je ne suis pas assez bien. Ou alors ils sont tous nuls, elles sont toutes nulles, tous les mecs sont nuls. Alors, on entend. Soit c'est moi qui suis nulle, soit d'autres qui sont nuls. Tu vois. Ils sont tous nuls, il n'y a que des nazes sur les sites de rencontres, tous les mecs sont complètement nuls parce qu'ils veulent tous consommer. Alors voilà. C'est pareil pour les mecs. Hein. Les mecs, c'est que des nanas complètement à la ramasse. Elles sont toutes à la ramasse, les meufs, parce que forcément, sinon elles ne seraient pas sur des sites d'ailleurs. Elles sont casées. Donc, alors voilà. Donc, de toute façon, c'est simple. C'est soit moi qui suis nulle, soit les autres qui sont nuls. Mais tout ça, parce que c'est la croyance, il me faut quelqu'un, il faut la bonne personne. Et comment ne pas trouver la bonne personne? En se racontant des trucs comme ça. Alors ça, c'est sûr qu'on se prend la tête. Et moi, je rigole avec ça, mais c'est parce que je donne un côté léger avec cette affaire. Mais ce n'est pas du tout léger, en fait. Parce que la plupart des gens qui se prennent les pieds là-dedans, ce n'est pas léger du tout. Je vous assure que, enfin, vous le savez, parce que moi, j'en ai plein toute la journée, mais il y a de la souffrance, mais comme ça, quoi. Genre des ruminations, des nuits sans sommeil, de l'anxiété, des peurs, des solitudes, détresse, des machins, mais des angoisses, des dépressions, invraisemblables, des machins invraisemblables, tout ça pour ça. Tout ça parce que c'est pas un jeu, quoi. Tout ça parce que c'est vraiment sûr et certain que j'ai besoin de la bonne personne pour me sécuriser, pour la sexualité, pour qu'on me tienne la main, pour qu'on me valorise, pour qu'on me regarde, pour que... voilà, tout ça. Donc c'est hyper lourd, en fait. C'est pas léger du tout. Donc la légèreté, bah, c'est être libre du résultat, en fait. Et le résultat, c'est j'arrête de chercher. Il y a ce qui vient. Ça ne veut pas dire que je me prive de relations. Mais il y a des opportunités qui arrivent devant moi. Bon, bah, je les saisis parce que je dis toujours, et je redirai toujours la même chose là-dessus, toutes les rencontres sont faites pour être vécues. Les rencontres, vous rencontrez quelqu'un, bon, bah, très bien, bah, vivez-le. Mais
C'est une expérience. Ça ne veut pas dire que les relations sont faites pour durer. Elles sont faites pour être expérimentées, pour vous rencontrer vous, hein, pour vous connaître mieux, mais pas pour durer éternellement toutes. Certaines vont durer plus que d'autres parce que ça va matcher. Et s'il y a une fluidité, que vous ne faites pas d'efforts et que ça continue de matcher, youpi. Mais si c'est pour faire des efforts, pour rien, pour persévérer, parce que vous en avez besoin, vous allez sortir vos rames et c'est mort. Donc, ou ça se fait pour durer et ça se fait parce que ça se fait, et que c'est fluide ou suffisamment fluide pour construire un machin qui va se construire un peu tout seul, ou sinon arrêtez de vous prendre le chou. Ce n'est pas la peine d'insister lourdement, vous avez mieux à faire. Parce que pendant que vous faites tout ça, dans votre tête, et vous passez du temps là-dessus, vous n'êtes absolument pas disponible à ce qui se passe ici et maintenant. Donc en fait, vous n'apprenez pas à vous rendre heureux dans ce qui se passe là, ou tout à l'heure, ou tout à l'heure, ou tout à l'heure. Parce que la croyance, c'est ça serait mieux si j'avais quelqu'un qui me tient la main, ça serait mieux si je fusionnais, ça serait mieux si j'étais en sécurité, ça serait mieux si j'avais du sexe, et avec une personne. Donc ça serait mieux si, pendant que je fais ça serait mieux si dans ma tête, c'est une pensée, je ne suis pas là. Je ne peux pas être là. Je suis là avec, quand je vois que je suis là avec la pensée, ça serait mieux si, je suis là. Parce que je suis là avec je vois la pensée. Donc je vois que mais cette pensée, à un moment donné, si j'arrête d'y croire, ça va tout de suite mieux. Je suis là, sans cette pensée. Hein, on le dit, qui serais-je sans cette pensée? Je crois que j'ai besoin de cette femme pour avoir du bon sexe, par exemple. Et qui, je prends cet exemple parce que moi je l'avais, parce que tu as pris cet exemple, mais c'était une pensée que j'avais aussi il n'y a pas très longtemps. Moi j'avais la croyance, et on n'est que dans des systèmes de croyances. Je crois que j'ai besoin de faire l'amour souvent pour augmenter ma joie et ma vitalité. Alors, j'ai eu cette pensée pendant des années même. Des années. Hein. Ce qui m'a rendue addict à l'amour et la sexualité en même temps. Tu vois. J'étais persuadée que ça augmentait ma joie et ma vitalité. Mais ça l'augmentait sur le moment, ou pendant 1 heure ou 2, ou pendant une journée. Tu vois. Mais ça ne l'augmentait pas tant que ça, en fait. Parce qu'après, une fois que c'était fini, il y avait plein de moments chiants, en fait, avec le mec. Il y avait plein de moments tendus, comme partout dans la relation. Donc c'était pas tout le temps, j'étais pas en mode ma joie et ma vitalité, hop, du matin au soir. C'était complètement faux. Quand j'ai compris que je me racontais des conneries, j'ai arrêté tout de suite le truc. J'ai dit, on va arrêter de se raconter n'importe quoi. Voilà. S'il y a, c'est bien, je vais profiter. Et s'il n'y a pas, je ne vais pas profiter et tout va bien. Je ne manque de rien. Ce n'est pas vrai. Donc quand on arrête de croire à ce qu'on croit, ça va tout de suite mieux. Parce qu'on l'affirme comme étant une vérité pour nous, et on est persuadé que ceci est vrai. Tout comme l'histoire de la sécurité. J'ai besoin d'un mec pour me mettre en sécurité. Ouais, ça c'est bien quand on est petit, mais après, on n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir en sécurité. C'est vraiment une idée fausse, c'est une idée d'enfant. Et c'est bien de ne pas blâmer l'enfant en nous, parce que l'enfant, c'est la petite personne qui a vécu des traumas. Donc on prend le bébé dans ses bras, la petite dans ses bras, on dit oui, ma petite chérie, je te comprends, oui, on accueille ça, on ne dit pas t'es nul. Mais on n'y croit plus en tant qu'adulte. On arrête de porter des regards d'enfant parce qu'on sait que c'est la petite en nous, ou le petit en nous, qui continue de voir ça comme ça. C'est tout. Donc un peu d'humilité et de bienveillance avec la petite personne en nous, qui se raconte cette histoire, mais qui voit les choses comme ça, encore et toujours. Donc ça crée des pensées erronées, en fait. Et en plus, quand on regarde toutes les violences conjugales qu'il y a, on n'est pas forcément en sécurité avec un homme ou avec une femme. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est vrai. Mais ces pensées sont complètement fausses. Tu as raison de dire la pensée « je suis en sécurité si je suis avec cet homme » qui a l'air d'être fiable, sécurisant, qui assure, qui gagne sa vie, qui me fait des projets sur le futur, etc. Bon, oui, je suis peut-être en sécurité maintenant, mais demain après-demain, s'il faut que je dise amen, que je sois soumise, que je fasse comme il pense, et que tout ça pour ça, je ne suis plus du tout en sécurité, parce qu'il me maltraite. Hein. Tu me parles d'une grande sécurité, toi. Donc quand on voit que ce qu'on se raconte, c'est faux, dans les faits, on arrête d'y croire. Mais il faut vérifier que c'est faux. Donc déjà, questionner la croyance. Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis en sécurité avec ce mec qui a l'air d'être sécure, en fait, ou qui dit qu'il m'aime? Parce qu'après, on peut croire aussi à n'importe quoi. Le mec qui dit qu'il m'aime, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il m'aime? Ouais, il m'aime, il passe son temps à regarder la meuf d'à côté.
Bon, parce qu'il ne peut pas s'empêcher, il est séducteur compulsif, il ne peut pas s'empêcher, mais il m'aime. Bon, bah, il m'aime, oui, jusqu'à un certain point. Mais ce qui est plus important, c'est quand même de draguer la meuf d'à côté, d'accord? Mais même quand même. Bon, est-ce que c'est ça pour moi? Est-ce que ça me va? Ou est-ce que ça ne me va pas? La question que je peux me poser. Est-ce que ça me met en stress ou est-ce que ça me détend? Bon, bah, si ça me met en stress et que je n'ai pas besoin d'un homme pour aller bien, hein, alors à ce moment-là, je vais peut-être arrêter de me mettre en vrac, voilà, et de le laisser partir s'il préfère voir la voisine d'à côté. Et qu'il regarde les voisines d'à côté. Tout ira bien. Je pense que c'est très féminin. De quoi? Le besoin de sécurité, etc. Oui. Mais oui. à l'inverse, tout à fait. quand on est partenaire, je trouve que la pression, elle est énorme, puisqu'on est responsable de 100% des besoins et des peurs de l'autre. On ne peut pas tout lui apporter. Donc, je trouve que ce comportement, il est aussi nuisible par rapport à l'homme, qui du coup se retrouve démuni sur des sujets auxquels il n'a pas d'emprise. Tout à fait. La femme va reporter justement ses angoisses sur l'homme, oui. qui lui ne peut rien faire. Oui, effectivement, tu as raison. Sur ce plan, le plan toi et moi, on est séparés, tu ne peux pas répondre à tous ces besoins, et notamment à ces besoins ancestraux de sécurité. Déjà parce qu'il n'y a pas de danger toutes les 5 minutes. Elle n'est pas en insécurité sur Terre. Déjà, petit 1, tu n'as peut-être pas besoin de jouer le mammouth, tu vois, l'homme, l'alpha, quoi, parce qu'il n'y a pas de réalité là-dedans, c'est pas vrai. Elle n'est pas en insécurité. Et c'est comme ça qu'elle... D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est contre-productif. La femme se met en insécurité en croyant qu'elle est en sécurité avec l'homme. C'est comme ça qu'elle s'insécurise en général, parce qu'elle ne se rend pas autonome. Elle se met en dépendance affective ou financière. Donc elle se met en grande insécurité en croyant que toi, tu vas la sécuriser. Tu vois, et toi, tu es en tant qu'homme censé répondre à ses besoins en disant « Putain, il faut que je sois sécure, il faut que je lui donne de la sécurité, que je la rassure toutes les 5 minutes. » C'est lourdingue. Et en plus, c'est sans fin, c'est en vain. Toi, tu as tout le pouvoir, elle te donne le pouvoir. Voilà, elle te donne le pouvoir, tu crois que tu as le pouvoir et toi tu te sens utile, donc ça y est, moi je suis le gros mâle tout puissant qui la sécurise, la petite fragile là. Et tout ça c'est une affaire à deux qui se renforcent, des névroses qui se renforcent, qui partent sur des postulats qui sont erronés dès le départ. La nana, elle n'a pas besoin d'un mec pour se sécuriser parce qu'elle est capable, en tant que grande fille, de se sécuriser financièrement, de se mettre à l'abri financière parce qu'elle seule est capable de se protéger pour sa vie. Et y compris sur le plan affectif, parce qu'en fait, je reviens au point 1, on n'a pas besoin d'un homme pour être en sécurité, personne n'est indispensable, tout va bien. La sécurité, ça va un peu dans les deux sens, parce que l'homme, il me semble qu'il peut penser aussi que la femme le sécurise, parce qu'elle le garde à la maison, elle garde les enfants, elle garde fait la logistique, la sexualité, donc ça peut le sécuriser, oui. Ça peut aller dans les deux sens. Tout à fait. Et tout à fait. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, quand ils se retrouvent veufs ou divorcés, ils vont vite chercher une autre femme, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Peut-être pour se sécuriser. Mais bien sûr, ces histoires, mais bien sûr. Ouais. Alors. Bon, alors ça dépend des profils de personnalité, on ne va pas généraliser, mais c'est vrai que selon les croyances et systèmes de croyances, n'oublie pas, c'est vraiment les systèmes de croyances. Si en tant qu'homme, je crois que j'ai besoin d'une nana pour me tenir la main parce que c'est plus facile pour moi, ça me simplifie la vie, parce qu'elle me regarde, elle m'applaudit, voilà, ça y est, je suis un mec, j'ai les biscottos, parce qu'elle me donne du sexe, sans sexe je suis malheureux, comme ça je suis en pénurie, parce que je crois des tas de trucs, donc je me rends aussi, je suis dans le même schéma que la nana, c'est-à-dire je me rends dépendant d'une nana ou des nanas, parce que je crois que j'en ai besoin. On est même le même schéma. De toute façon, dès qu'on est dans « je crois que j'ai besoin de quelque chose pour aller bien », c'est mort, c'est le même système. Donc à un moment, tant que ça vous rend heureux et que vous jouez et que ça vous distrait, tant mieux, hein, pas de problème. Vous pouvez prendre toutes les nanas que vous voulez, les nanas elles peuvent prendre des mecs autant qu'elles veulent. C'est pas un souci, la relation. C'est un souci quand je crois que ça m'est indispensable et que je ne peux pas m'en passer. Et que je suis en manque de quelque chose si ceci n'est pas là. Ça veut dire que j'évalue que ça serait mieux si, et donc je manque de quelque chose maintenant qui serait mieux si j'avais ce truc et ce machin et cette nana et tatati et tatata. Soit dans un virtuel qui n'existe pas, parce que maintenant je n'ai pas la bonne personne, mais j'aurais peut-être la bonne personne en faisant 3 tonnes d'efforts pour y arriver. Donc pendant que je fais ça,
je mets beaucoup d'énergie au service de n'importe quoi. Ça me fait marrer, c'est vraiment une farce ce truc. Ouais. C'est un sketch. Soit en étant maintenant avec quelqu'un, un compagnon dans ma vie sur lequel je fais des efforts, machin, parce que je crois que j'en ai besoin et que je dois la garder, et qu'il doit me garder, qu'il doit me regarder, qu'il ne faut pas qu'il me lâche la main, et patati, et patin, couffin. Hein, bah, mon vieux, tout ça pour ça. Alors, je supporte l'insupportable pour une croyance. Voilà. Mais c'est ça, c'est résumé, je supporte l'insupportable pour une croyance. Et ces croyances sont inhérentes à l'enfant moi, à la petite personne, rappelez-vous, parce que c'est ça, le point de départ, c'est ça, qui a vécu des choses un peu horribles, mais vraiment horribles, souvent beaucoup de sentiments de solitude, de sentiments d'impuissance, des trucs inscrits très profonds, hein, des mémoires cellulaires, même de bébés, vous n'avez pas toujours les souvenirs. C'était horrible, et il y a cette projection du passé dans le futur ou dans le présent qui crée des systèmes de croyances. J'en ai besoin, ça m'est indispensable, sinon qu'est-ce que je vais devenir ? Vivement que ça se résolve, sinon je ne vais pas m'en sortir. C'est des mémoires. Donc tant qu'on ne voit pas ce truc-là, tant qu'on croit que nos pensées sont vraies et que ce sont juste des mémoires d'enfants qui ont vécu ça, c'est vrai que ça a été vécu, c'est pas faux, ça a été vécu même dans le corps, et ça s'est inscrit avec des traces de stratégie de survie, c'est-à-dire des inscriptions, des inscriptions, c'est-à-dire des croyances. Donc ça va créer notre personnalité, mais le problème c'est que notre personnalité après, on s'identifie à ça, on croit que c'est vrai, on croit que nos pensées sont vraies, on croit à ce qu'on croit. Et c'est ça le malheur en fait, c'est ce qui nous rend le plus misérable. Donc c'est important qu'en tant qu'adulte, on fasse un pas de côté, qu'on regarde et qu'on observe ce à quoi on croit pour vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une pensée aidante ou une pensée limitante. Est-ce que j'ai encore besoin de la conserver ou est-ce que je peux m'en séparer ? Si elle ne m'aide pas, à quoi ça sert que je me la garde sous le bras là ? Ça ne sert à rien cette pensée, elle me fait plus de mal que de bien, elle me fait du tort en fait. Hein. Donc si elle me fait du bien, je la garde, si elle me fait du tort, bon bah c'est bon, j'arrête de croire, par exemple, moi j'ai arrêté de croire qu'il me fallait absolument faire l'amour souvent, plus souvent en plus, pour augmenter ma joie et ma vitalité. Alors du coup j'ai beaucoup plus de joie et de vitalité parce que j'arrête de me prendre la tête avec ça, parce que je me comparais avec la copine d'à côté qui elle s'éclatait comme une malade avec tous les mecs qu'elle voulait. Alors bon, moi je me disais, ah putain, mais moi qu'est-ce que je fous là ? Pendant que je me prends la tête avec ça, je ne suis pas là. Je ne suis pas là à profiter de l'instant, je ne peux pas. Je me prends la tête et je me compare, et tatati, et patata, et blabli, et bon. Et je me prends le chou, en fait. Donc je ne suis pas du tout, je n'ai pas d'énergie disponible, je perds de l'énergie, j'ai de l'agitation mentale, et je ne peux pas être disponible et profiter, je ne vois même pas ce qui est là. Donc ça me fait une perte d'énergie énorme. Après je dors mal, après je me prends la tête, après j'y pense tout le temps, après gna gna gna, je fais un machin, je fais une histoire, quoi. Mais ça devient un drame. Bon, c'est un exemple, hein, mais ça peut être plus grave sur... bon, avec sexualité, c'est pas toujours vital, sauf quand tu es addict, mais sinon, ça peut être... je manque de sécurité, je vais être seule, des trucs... tu peux te rendre malade avec ça, quoi. Donc vraiment, c'est important de voir combien on peut se foutre en l'air et qu'on gaspille une énergie incroyable, qui est une énergie qui pourrait être vraiment disponible pour profiter des petites choses toutes simples, là, maintenant, là, voilà, c'est chouette, on est ensemble, on discutaille, c'est sympathique, voilà, c'est le moment qui est là. Ce moment, il est chouette parce qu'il est comme ça. Après, il n'est pas que confortable, il y a des trucs qui peuvent être pas sympas, et c'est ce qui est. Mais c'est OK, quoi. Ça, c'est ce qui est présenté maintenant. Et après, tout à l'heure, peut-être qu'il y a la fête, parce que c'est l'anniversaire, ça va être sympa aussi, voilà, qu'est-ce qui pourrait être sympa tout à l'heure, et sympa tout à l'heure, mais je n'ai pas besoin d'une personne pour me tenir la main, là, pour me regarder, pour me tenir compagnie. Non, sauf si c'est agréable. Si c'est agréable, s'il y a plus de moments d'épanouissement que de moments désolation, oui, sinon non. Sinon non. C'est pour ça que j'insiste sur le pas de compromis. Hein. Mais est-ce que c'est facile ça à évaluer si j'ai plus de moments de confortables qu'inconfortables ? Est-ce que je suis neutre quand je m'observe en train de... Eh bien, ça va être vite vu. Vous prenez évaluation sur le cursus du stress au niveau corporel. D'accord. Voilà.
Quand vous ne savez pas, parce que vous racontez n'importe quoi, vous dites « mais non, tout va bien, je vais bien, je ne suis pas en stress. Il me rend tellement heureuse, je suis tellement, tu vois, j'ai fait 2 heures l'amour avec lui, il m'a pris dans ses bras, oh mon Dieu, il m'a dit qu'il m'aimait, je suis tellement heureuse, je suis au nirvana du sommet, au sommet du sommet. » Je suis au sommet. J'ai une copine qui me fait ça. Je suis au sommet, mais moi je l'ai fait. Hein. Je suis au sommet de ma vie, il m'a pris dans les bras, j'ai fait l'amour avec lui, c'était tellement bon, c'était l'excellent. Enfin, déjà, je me suis raconté une histoire pas possible qui fait qu'à force de me dire que je suis au sommet, la pensée produit le truc. Hein. Donc quand je me raconte et que je projette le mec, c'est le sommet du sommet, et que je me fais tout un film, bah, ça me crée le sommet en fait. Hein. Bah oui. Ça crée l'état amoureux. Putain, c'est le sommet, ce mec-là, c'est tellement. Waouh, je l'ai eu, yes, I can do it, c'est moi grâce à moi et tout. Donc je l'ai eu, c'est the best. Donc je me fais un sommet. Une fois que je suis au sommet, évidemment, on va retomber. Hein. Et du coup, ça ne va pas rester comme ça, déjà, parce qu'à un moment donné, ça va chuter. Et après, le niveau de stress, ça va être dans le corps. Est-ce que je suis toujours au sommet, c'est-à-dire est-ce que je suis toujours en expansion, ou est-ce que ça se ratatine dans mon corps? Est-ce qu'il y a des sensations un peu plus désagréables ou inconfortables? Tu vas le sentir dans ton corps, hein, si c'est agréable ou pas agréable. Donc quand il y a contraction, c'est que c'est stress. Quand il y a expansion, vous avez la banane, c'est que c'est joie, tu vois, c'est agréable. Donc vous le sentez dans le corps. C'est quand même pas idiot. Vous faites un check sur les sensations. Vous allez vite voir, c'est le curseur. Est-ce que je me raconte une histoire ou est-ce que tout va bien pour moi? Parce que quand je me raconte une histoire, je fais du déni, je me dis « Ah, j'étais au sommet tout à l'heure, je me suis fait un shoot, j'ai fait amour avec lui. Ah, waouh, trop génial, le mec il est génial, notre histoire est géniale, tout est génial. Ouais, c'est génialissime, sauf qu'après, tu es hyper stressé. Tu es là, je dors pas la nuit, il me manque, oh, putain, il est parti voir la voisine, comment je vais faire et tout. Donc arrête de raconter n'importe quoi. C'est important de checker sur les faits et la réalité qui est dans ton corps. Dans tes émotions et dans ton corps. Donc ton corps, il t'avertit, oui, c'est vrai, non, tu te racontes n'importe quoi. Tu vois, les choses peuvent être très simples. Moi, je fais simple. On va simplifier l'affaire. Arrêtez d'être en contact avec les pensées qui te font croire à n'importe quoi. On revient au fait, c'est simple, hein, c'est vraiment... c'est ce qui est là, est là. Si tu es en contact avec ton ressenti, que tu sens du stress, plus de stress que d'épanouissement, que d'expansion, c'est que c'est pas bon, c'est pas vrai, tu te racontes un truc. Peut-être que tu as vécu 2 heures de bon, mais si c'est pour vivre 30 heures de merde, c'est 2 heures de bon pour 30 heures de merde. Donc à un moment donné, ça c'est la réalité. Voilà, ça devient des mathématiques. Oui, ben oui. C'est pour ça que c'est important d'être en contact avec la réalité telle qu'elle est, et pas le machin que tu te racontes dans ta tête, parce que tu as touché au bonheur, c'est ça la drogue de l'état amoureux ou de la sexualité ou machin. Tu as touché au bonheur pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures, une journée, machin, et tu te racontes une histoire là-dessus, que c'était extraordinaire, que puis maintenant t'en manques. D'abord, c'était pas extraordinaire plus de 2 heures, déjà, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Après, c'était moins extraordinaire, mais ça, tu veux pas le voir. Et puis après, ça a commencé à te foutre le bourdon parce que tu étais en manque. Donc arrête de te raconter que tu es au sommet du matin au soir. C'est n'importe quoi, mais c'est absolument pas vrai. Donc quand on arrête de se mentir à soi-même, ça va tout de suite mieux. Ça s'appelle de l'auto-manipulation ou du déni. Voilà. Je me mens moi-même, parce que j'ai envie de me raconter l'histoire, que j'ai besoin de cette personne, qu'elle est merveilleuse, je suis merveilleuse, nous sommes dans une relation merveilleuse, ça c'est sûr, il m'est indispensable, mon Dieu, avec lui tout est le bonheur. Mais non, c'est le bonheur un peu, de temps en temps, oui. Mais si c'est plus le bonheur que pas le bonheur, je le garde. Si c'est pas plus le bonheur que pas le bonheur, je le vire. Je n'en ai pas besoin. Ah, c'est un peu radical, hein, hein? Je suis un peu radicale là, sur ce coup-là. Je suis de plus en plus radicale. Plus ça va, plus je suis radicale. Ça devient... Mais c'est bien, à un moment donné, je trouve que simplifier, ça peut être aidant. Parce que se raconter des tas de trucs qui n'existent nulle part que dans notre tête, c'est souffrant. Donc simplifier, c'est vraiment quelque chose qui augmente la lucidité, la prise de conscience. Je commence à comprendre et à vérifier que ce à quoi je crois qui me fait du bien, peut-être ne me fait pas autant de bien que ce que j'imagine que ça me fait du bien. Et quand je le vérifie dans l'expérience, j'arrête de croire à ce que je crois. C'est pas vrai. Voilà. C'est vraiment de l'expérientiel. Hein. C'est même pas... est-ce que je peux éprouver ce que je crois? Alors, si ça me fait du bien, je garde. Si ça me fait pas du bien, j'arrête.
de me faire souffrir, on dit leçon. Donc ça répond vraiment à comment ne pas trouver la bonne personne. Donc je récapitule. 1, en cherchant comme un malade, en croyant que je vais enfin la trouver une bonne, parce que là c'est la mauvaise. Si c'est la personne avec qui vous êtes en relation, c'est qu'elle est bonne pour vous maintenant, parce qu'elle vous fait bosser sur vous, et que vous en avez besoin, parce que voilà, vous n'avez pas trouvé mieux à faire que travailler sur vous à ce moment-là, pour comprendre des trucs que vous avez besoin de comprendre, et que c'est une expérience parmi une autre qui plus tard, avec le recul, vous fera dire « Ah bah oui, j'ai pigé qu'il y avait ça, je n'avais pas pu faire autrement que de la rencontrer, elle était sur mon chemin, elle m'a fait apprendre des trucs sur moi, c'est pas un hasard, voilà, c'est ce que j'avais de mieux à faire à ce moment-là, même si j'ai souffert, bah, ça m'a fait piger des trucs, d'accord ? Donc il n'y a pas de mauvaise personne ni de bonne personne, vous êtes passé par ce chemin, c'était votre chemin, c'est un chemin d'évolution, c'est un chemin de compréhension, bon. Vu comment vous étiez fabriqué depuis que vous étiez petit, ou formaté avec vos névroses et vos blessures, c'est un peu normal que vous ayez mis cette personne sur votre chemin parce que vous ne pouviez pas faire mieux. Il n'y a rien à regretter. Ça s'est fait comme ça. Ça vous a permis de conclure et de mieux vous connaître et de mettre vos limites après sur le coup d'après ou de savoir ce que je veux pas, etc. Très bien. Et puis, donc comment ne pas trouver, comment s'arranger pour ne pas trouver la bonne personne. Donc en se racontant qu'on cherche ou qu'il y a une bonne ou une mauvaise personne. Donc chercher, non. Bonne ou mauvaise, non. Et pareil, trouver, ça veut dire Eureka. Un jour, j'aurai enfin trouvé, enfin pour toujours, de manière éternelle, la bonne personne miraculeusement et je vais me la garder au chaud. Non. Parce que même si vous l'avez trouvé et que vous vivez plus de moments joyeux que de moments merdiques, vous l'avez trouvé maintenant, mais peut-être que, comme c'est le principe de l'impermanence, peut-être qu'à tout moment elle peut disparaître, peut-être qu'elle peut vous quitter pour un autre, pour une autre, peut-être qu'elle peut être malade, peut-être qu'il va y avoir des problèmes que vous n'avez pas anticipés, d'argent, de machin, de ci, de mi, de soutien, de je ne sais pas quoi, vous allez changer, vous ne serez plus les mêmes, et l'autre non plus, vous n'aurez plus les mêmes goûts, les mêmes couleurs. Et la relation pourra se terminer. Donc, ce n'est pas du tout gagné que même si vous l'avez trouvé maintenant et que vous êtes plutôt content de cette bonne affaire, que ça va être le cas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 6 mois. On n'en savait rien du tout. Le futur est complètement imprévisible. La seule réalité, c'est maintenant. Maintenant, je suis content. Super, j'ai content, je suis trouvé la bonne personne. Magnifique, profite, savoure. Et puis quand ça ne sera plus la bonne, à ce moment-là, tu le sauras, ça ne va pas être agréable. Tu vas essayer de faire en sorte que ce soit mieux, parce que c'est quand même bien de ne pas prendre les relations et de les jeter à la poubelle, genre Kleenex, parce qu'on est quand même dans une société assez Kleenex. Je prends, je jette. Donc non, j'essaye de voir si on ne peut pas arranger la communication, mettre de l'énergie au service de la relation, faire un peu de trucs qui changent pour que ce soit plus harmonieux, mais pas au prix d'efforts coûteux, de faire des compromis dans tous les sens. Non. Vous voyez la différence entre je mets de l'énergie au service de la relation parce que j'ai plaisir à mettre de l'énergie avec mon partenaire qui lui aussi a plaisir à mettre de l'énergie au service du lien, mais pas au prix de faire des sacrifices, d'être là comme ça exsangue en mode putain je supporte pas ce mec-là, il passe son temps à regarder l'autre meuf, il est tout le temps avec son ex, c'est infernal, j'en avais une comme ça, il passe son temps avec son ex, je supporte pas, arrête, je vais le garder. Oui mais il est tellement bien, il est tellement merveilleux, enfin il est pas si bien que ça puisque tu passes ton temps à être stressé. Arrête de te raconter n'importe quoi. Sinon, tu le saurais, tu ne serais pas stressé. Oui, mais si je change, si je ne suis pas jalouse de l'ex, peut-être que je dois changer. Oui, écoute, ok, fais 10 ans de thérapie, puis après on en reparle. Pendant ce temps-là, tu fais tes 10 ans. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que tu l'as rendu indispensable à ta vie, tu crois qu'il est indispensable à ta vie, qu'il est tellement merveilleux, donc tu te racontes que des conneries. Voilà. En résumé, tu te racontes n'importe quoi. Soit ça te rend heureuse, soit ça ne te rend pas heureuse. Tu essayes de le recadrer. Si tu n'arrives pas à le recadrer, qu'il change de position, à ce moment-là, c'est bon, arrête de rester avec ce mec. Tu vois, les choses peuvent être très simples. Voilà. Bon, moi, je me suis bien amusée. Est-ce que vous avez... J'ai de l'humour toute seule, d'ailleurs. Je me marre toute seule. Déjà, c'est bien. Moi, je me fais plaisir à moi. Est-ce que vous avez soit des témoignages, des commentaires ou des questions sur le thème de comment ne pas trouver la bonne personne en 10 leçons? Non, c'est vous? Bon, moi je vous aurais fait marrer. Moi j'ai envie de dire que pour que ça marche, tout ça, il faut que la personne, en fait, elle soit comme toi. Comme moi. Bah oui, il faut qu'elle soit au même niveau, comme toi, c'est-à-dire. Au même niveau que moi. Mais oui, mais évidemment.
Mais c'est évident que de toute façon, tu ne peux faire l'affaire qu'avec quelqu'un qui est à peu près du même niveau de conscience. Parce que tant que tu es en mode dépendant affectif, par exemple, ou dépendant de la sexualité, ou en mode mendiant d'amour, bah, tu vas rencontrer des gens qui vont te contrôler, bah oui, parce qu'ils ont besoin de toi aussi. Mais quand tu arrêtes ça, bah, ça va plus vite la relation. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester 107 ans dans une relation qui n'en vaut pas la peine. Donc tu ne peux plus rencontrer les mêmes personnes. C'est tout. Ça se fait tout seul. Mais ça se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. Ça se fait naturellement. Parce que les choses sont fonctionnelles. Tu vois, ce n'est pas émotionnel, c'est fonctionnel. Donc, où ça fonctionne et ça match et c'est plutôt fluide et on reste ensemble, ou c'est pas fluide, on essaye un peu, t'en vas là. Et puis, si c'est pas fluide, on se dit au revoir. Mais c'est mais tout va bien. Tu vois, donc, tu ne peux pas... tu ne vas pas te mettre en difficulté sur la question ne se pose plus. C'est-à-dire la question, j'ai du choix, je dois choisir, je dois trouver, je vais chercher, elle ne se pose plus celle-là. Donc comme ça, tu es tranquille. Il y a la paix en fait. Tu es à paix, il y a ce qu'il y a. Et si tu rencontres, tu ne fais pas « Ah ben non », parce qu'il y a aussi ceux qui font comme ça. Non, moi j'ai tellement souffert, tu comprends, je préfère être seule avec moi-même, en tête à tête. Ou moi je suis sûre que je n'ouvre pas. Bah oui, dans des ouvres pas, tu n'es pas stimulé. Mais je reste dans mon coin là. Mieux va être seule que mal accompagnée. Donc moi j'ai pas envie d'être mal accompagnée dans le futur. Mais t'en sais rien. Voilà. Si tu en sais que tu vas être mal accompagnée, fais l'expérience. Puis après, si ça va pas, bah, t'arrêteras. Parce que tu vas ajuster au fur et à mesure. Tu vas pas ta peine de partir martel en tête dans une anticipation que ça va mal se passer. Expérimente, puis après on en parlera. Tu vois. Oui, empêcher les expérimentations par peur de... Ben, c'est ça, mais, pas vraiment, non. Voilà, donc, vous avez tout compris sur cette question de comment s'organiser pour ne pas trouver la bonne personne, la mauvaise personne, la bonne personne. Donc en résumé, c'est arrêter de vous prendre la tête avec ça. Voilà. Si je fais simple, arrêtez de vous prendre au sérieux et les pattes là-dedans, ça ira tout de suite mieux. Revenez là. Légèreté. Voilà. Par profondeur, tu peux rajouter la légèreté par profondeur. Parce que tout ce qu'on a dit, tout ce dont j'ai développé, quelque part c'est profond. Enfin, profond dans le sens d'une forme de compréhension des phénomènes de l'existence. Donc il y a une profondeur, mais la profondeur va amener la légèreté. C'est pas la profondeur, je me prends au sérieux. Une forme de sagesse, de lucidité, je pige quelque chose, je le vérifie, et à ce moment-là, il y a la légèreté qui apparaît par profondeur. Comme diraient les Grecs, c'est la profondeur. La légèreté apparaît par la profondeur. Ça vient par la lucidité aussi. Parce que c'est ça. Pour être lucide, il faut aller en profondeur. Bah oui, si tu ne te poses pas de questions, d'abord, vous n'êtes pas avec moi, parce que ceux qui ne posent pas de questions, ils ne m'écoutent pas. Et donc, ils continuent à faire papa, maman, les enfants, ou à jouer la carte des névroses, qui peuvent être agréables ou désagréables, peu importe. Mais c'est sûr qu'ils ne se posent pas de questions, et donc ils continuent à tourner en boucle dans leur système. Quoi. Bon, tant que c'est agréable, tout va bien, hein, on peut se distraire avec n'importe quoi. C'est quand c'est souffrant que c'est merdique. Voilà, bon, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour un prochain thème. Merci.